Nous voici ici convaincus de la chose que nous allons défendre, à savoir l'élevage en plein air. On est tous très nombreux, syndicats, confédérations, MEDEF, les partis politiques que je vois partout par là, au moins de gauche. Je ne me trompe pas? Non, ça va aller. Les AMAP qui sont là, très nombreux, ou très nombreuses, je ne sais plus comment on dit. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on a décidé que le sujet intéressait tout le monde. En premier, les gens qui mangent et aussi les gens qui produisent. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que nous devons faire entendre raison à nos pouvoirs politiques et qui nous prennent quand même quelque chose. Le déroulé de cet après-midi. Alors, Mélanie est en train de se préparer, elle chauffe ses cordes vocales, ses mélanges, et elle va être reçue avec une délégation auprès de la préfecture. Il y aura une autre délégation reçue au niveau du conseil départemental, et nous allons porter les couleurs de cette journée afin de démontrer tout le bien fondé de nos réflexions. Ça c'est bien dit, hein. En gros, on va défendre l'élevage en plein air. Ça c'est encore plus rapide. Et vous savez exactement pourquoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, on laisse faire les pouvoirs publics au travers de leur destin, enfin du destin qu'ils veulent nous donner, il en sera fini de la production paysanne locale et même régionale. Et donc, nous serons voués à faire de beaux bâtiments et des beaux canards, poulets, volailles, etc. qui seront peut-être mangeables par quelqu'un, mais peut-être pas par nous. Voilà, donc ça c'est le déroulé. Le canard qui est en suspens au gris, là, il a une mission, c'est d'organiser le temps d'attente des délégations qui vont être reçues poliment, qui vont discuter tranquillement. Et nous, on va vous proposer, avec le petit canard là, on va vous proposer quelques jeux, de façon à passer le temps de façon agréable, et puis peut-être vous apprendre 2-3 bricoles. On aura aussi quelques intervenants qui viendront vous expliquer les faits majeurs qui se sont déroulés durant cette énième campagne d'abattage de volailles. Et voilà, donc on va faire aussi un concours artistique. Je pense que ça va vous intéresser. On va remettre un diplôme à tous les meilleurs peintres locaux. Hein, ça c'est toujours intéressant, l'artistique. Nous allons aussi avoir un jeu de vrai ou faux avec quelques remises de prix. Et puis comme on est dans les Landes et qu'on aime bien manger, on a décidé de vous distribuer, avec beaucoup d'amabilité, des crêpes. C'est d'époque, hein? Alors, les crêpes. Pourquoi des crêpes? Pourquoi des crêpes? Alors déjà parce qu'on est tous nombreux et que dans les Landes, quand on est tous nombreux, il faut qu'on mange. C'est normal. Donc on va essayer de manger. Et qu'est-ce qu'on va manger? On va manger des œufs, du lait et de la farine. Et malheureusement, tous ces sujets-là, les œufs, le lait et la farine, qui sont en bio d'ailleurs, sont quand même des éléments déterminants de l'alimentation. Et vous avez vu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, il y a une inflation énorme sur ces produits basiques, et il est tout à fait logique qu'on vous porte, enfin à vous, vous en êtes conscient, mais qu'on porte en connaissance les pouvoirs publics sur ces faits majeurs. À savoir qu'on a eu des œufs gratos par un producteur qui n'a plus la possibilité d'écouler sa production d'œufs bio. Il est de Tartas. Et tout ça parce que les gros groupes avec qui il travaille ne veulent plus ramasser les œufs. Ils profitent un peu de la vague confinement et compagnie pour se faire payer les œufs qu'ils auraient du mal à écouler par l'État. C'est pas mal ça comme système. Le lait, pourquoi le lait? Le lait, il y avait autrefois dans les Landes un énorme bassin de production laitière qui a disparu petit à petit et qui, malgré le peu de producteurs aujourd'hui présents, continue à disparaître. 10% par an, nous a dit un copain à nous là, qui est éleveur. Donc 10% de pas grand-chose, ça fait pas beaucoup, mais à très très court terme, il ne restera plus de producteurs de lait dans les Landes. Et ailleurs, c'est pas beaucoup mieux. Et vous avez vu le prix du lait, quand vous l'achetez au supermarché,
il n'a pas beaucoup bougé, voire même il augmente, et le prix payé aux producteurs se casse la gueule, régulièrement. Donc ça ne peut pas durer. Et la farine, alors, on va faire un peu de pub. On a monté une coopérative. C'est incroyable ça. Et on va faire de la farine des Landes. Et cette farine-là, vous allez bientôt la trouver. Au mois de juillet et août, on va monter notre minoterie à Mugron. Et vous ferez l'effort d'acheter de la farine des Landes qui va s'appeler Fermont Blé. Quelque chose près, hein. On va peut-être changer 2-3 bricoles. Mais, au-delà de l'anecdote de notre filière là, qui est en train de se monter, vous avez entendu, le blé va atteindre les 400 € très vite là, à Euronext. C'est-à-dire qu'en quelques mois, il a quasiment doublé. Et pour nous, ça sera important, mais pour certains, ça va être vital. Aujourd'hui, on se demande si dans certains pays, il n'y aura pas des émeutes de la faim. Et oui, parce que le blé à ce prix-là ne sera pas... Il n'y aura pas de possibilité de l'acheter pour des gens qui ont une alimentation basée sur le blé. Donc, on peut en rigoler localement, mais là-bas, ça va faire très mal. Les pays du Maghreb, notamment, les pays africains, vont être très impactés, voire même dans des situations critiques au niveau alimentaire, par le cours du blé. Alors évidemment, le contexte mondial fait que ces événements sont lourds, mais voilà. Donc on va vous faire des crêpes. Vous allez méditer en mangeant les crêpes, pas trop fort, hein. J'espère que vous allez vous régaler. Et puis voilà, on va faire une espèce de manifestation, pas naïve, mais au moins dans le bon esprit. Et j'espère qu'au moins, on sera entendu sur ces bases-là. Mélanie, tu veux parler? Allez! Bonjour tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour défendre le plein air. Je vais vous faire une présentation. Donc, comme vous le savez, on a créé un collectif. Donc, juste après moi, il y aura donc, mes collègues de la Confédération Paysanne, mes collègues de l'Association des producteurs indépendants et les Interamap qui prendront la parole après moi. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment de ce collectif. Et ensuite, je vous ferai un peu, pas un historique, mais un petit peu recontextualiser les problématiques de la crise aviaire sur notre département. Donc pourquoi ce collectif? Ce collectif, il est né suite à plusieurs réunions que nous avons faites et suite au fil rouge qui est le plein air. Le plein air qui rapproche notamment autour d'un triptyque, le respect des producteurs, le respect des consommateurs et le respect du bien-être animal. Et c'est ça qui nous fait venir aujourd'hui défendre le plein air. Concernant le respect des producteurs, pour que les producteurs, quelle que soit la filière, aient une juste rémunération, qu'ils réalisent son travail dans la dignité et étant le seul décisionnaire de son exploitation, que le travail qu'il accomplit au quotidien ait un sens pour lui et qu'il y retrouve de la fierté, que le respect de la société et ce respect envers la société et envers ses producteurs qui sont présents au quotidien dans leur élevage, et c'est ça la vraie réalité du producteur d'aujourd'hui. Le respect des consommateurs. Respect du consommateur qui sont là pour porter la voix de la qualité des produits qui est étroitement liée au mode d'élevage en plein air. Une voix que l'on connaît bien en France, pays gastronome où la malbouffe fait partie, et où la bonne bouffe fait partie d'une identité. Mais derrière cette bonne bouffe, c'est notre société qui affine ses attentes, avec une qualité gustative, certes, mais aussi une qualité sanitaire qui, elle, est très liée avec un sentiment de confiance entre producteurs et consommateurs. Pour le respect du bien-être animal, notion qui imbrique le respect des producteurs et des consommateurs. Notre département fut le premier à mettre en place le label rouge sur une volaille élevée en plein air. Cette démarche fut créée pour se démarquer quelque part des autres productions qui s'industrialisaient déjà à l'époque. Toute l'économie de notre département, mais aussi l'image de notre production s'est construite sur ce mode d'élevage en plein air. Et jusqu'à présent, nous devons la vitalité de nos territoires et de cet élevage. Nous sommes donc là réunis aujourd'hui pour défendre le plein air. Le plein air est notre ligne directrice, depuis longtemps, quelles que soient les productions animales, que l'on soit éleveur de bovins, ovins, caprins, ces animaux doivent reprendre leur place dans les prés ou sur les terres un peu moins fertiles. Le porc et l'ensemble des volailles doivent retrouver leur parcours et rien ne doit venir entraver cette liberté de production, sous couvert notamment de mesures de sanitaire et de mesures de biosécurité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ouvre notre bec et on participe à la préservation du modèle de plein air.
un petit point sur ces crises aviaires. Je vais peut-être être un peu longue parce que je crois qu'il y a beaucoup de consommateurs aujourd'hui et je pense qu'il est nécessaire pour tout le monde de rappeler un petit peu ce qui se passe. Nous enchaînons sans répit et sans trêve, nous les producteurs, cette deuxième année de crise. La quatrième en 6 ans. Je pense qu'il faut donc recontextualiser la situation. En décembre 2020, premier foyer dans les Landes. À cette époque, et suite aux précédentes crises qui ont déjà dénigré l'élevage plein air, nous avions obtenu, la Confédération paysanne et le MODEF, une dérogation sur les palmipèdes, soit la possibilité d'avoir 3200 canards dehors. Cette dérogation a été dévoyée par un grand nombre de producteurs qui, bien entendu, étaient contre cette dérogation et nous avaient fortement critiqué et attaqué à l'époque. Donc, en décembre 2020, la grippe aviaire nous touche notre territoire, avec une explosion des foyers. L'État et les vétérinaires de la DGAL adoptent une stratégie forte, l'abattage total et massif des animaux avec la mise en place de protection dans des rayons d'abattage et des réquisitions d'abattoirs. Nous avons connu en 2020 une gestion de crise avec des transports d'animaux malades sur des territoires sains, des sous-effectifs pour atteindre l'objectif d'abattage total et des nombreux problèmes liés à l'abattage des animaux sains, auxquels nous nous sommes toujours opposés dans notre syndicat. Début 2021. En même temps que le dépeuplement avait lieu, le discours a continué à se durcir encore et encore, notamment sur la dérogation des 3200 canards qui a été pointée du doigt. La crise de 2020-2021 fut donc l'occasion pour eux de supprimer cette dérogation et d'accentuer les mesures de biosécurité avec tout doucement la naissance de la claustration. Nous avons donc combattu ces idées tout au long de l'année. Il faut savoir pour nous, pour le syndicat du MODEF, vous le savez, les Landes sont le département le plus touché. Nous avons participé à 36 réunions de groupes de travail dans l'année 2021 sur du travail des biosécurités, avec la DGL, avec l'ANSES. Nous avons fait 28 rencontres avec des vétérinaires, des parlementaires, des experts, des élus. Nous avons mis en place des pétitions, fait une manifestation, organisé des conférences de presse, des webinaires, des tables rondes pour alerter la France entière qu'en 2021-2022, notre pays ne pourrait pas produire une seule volaille en liberté. Bien sûr, crise après crise, nous avons fait des propositions et construit un argumentaire fort pour l'ensemble de la filière. Car depuis le début, ce sont nous les producteurs qui sommes pointés du doigt avec l'administration et l'interprofession. À chaque fois, les producteurs sont stigmatisés. Nous avions identifié de nombreux points d'amélioration, basés essentiellement sur les rapports de l'ANSES. Le premier point, et contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, c'est qu'il y avait eu très peu de contamination par la faune sauvage. Donc le plein air n'est pas et n'était pas responsable des précédentes crises. Nous nous sommes retrouvés face à un discours scientifique qui ne correspondait pas du tout à notre ressenti. Le virus, certes, c'est complexe, et sa complexité est légitime. La problématique, c'est que le caractère aéroporté est difficile à gérer, mais c'est bien la diffusion de ce virus qui est problématique. Il y a donc un questionnement à avoir sur la filière et sa segmentation, notamment dans les flux. Nous avions pointé également, et ce depuis très longtemps, la problématique des densités. Nous avons été stupéfaits l'année dernière de connaître le volume de production de certains, plus de 15 000 canards par lot, alors qu'on sortait de quelques années de crise déjà. Bien que la vaccination, bien sûr la question de la vaccination, a également été portée rapidement. Nos différents élevages cohabitent sur notre territoire depuis des décennies, et le nombre d'agriculteurs était beaucoup plus important que jusqu'à présent. Si l'on regarde un peu plus haut le développement de nos filières, qui se sont petit à petit industrialisées, leur évolution a toujours été suivie de la mise en place d'une perfusion au conseil, perfusion de la biosécurité, perfusion avec d'autres cocktails comme les antibiotiques et autres. Donc si la filière, l'ensemble de la filière, veut continuer son évolution vers la production de volume, elle doit assumer de porter la vaccination haut et fort. Cela nous permettra aussi de continuer à cohabiter ensemble sur notre territoire. Pour reprendre un peu le fil de notre lutte, en septembre 2021,
Les accords interprofessionnels du CIFOG et la feuille de route du ministre tombent, avec la confirmation de la claustration. Au nom d'un volet sanitaire et du sanitaire, la fausse solution de la claustration nous est imposée, ainsi que l'enregistrement obligatoire à la BD avicole. Seule la production est visée par des mesures fortes. L'ensemble des propositions que nous avions portées sont alors balayées. Nous avons présenté une motion lors de la session de la Chambre d'agriculture en septembre. Car avec la claustration, c'est l'identité même du plein air qui est anéantie, que l'on soit en filière longue ou en filière courte. Il me semble que si la volonté de nos représentants était de préserver ce mode d'élevage, une autre issue aurait pu être possible. Ils ont donc clairement renoncé à leur valeur, à notre identité et à notre savoir-faire. La motion a été rejetée. La claustration est alors devenue en quelques mois le droit à produire et la tension s'est accentuée sur le territoire et notamment entre producteurs. Nous avons joué le jeu. L'ensemble des producteurs ont appliqué cette mesure et l'ont adaptée avec des filets pour ceux qui le pouvaient. Mais quel travail conséquent et sans relâche. Et pour quel résultat? En plus de tout, nous avions pris nos responsabilités. Nous nous sommes appliqués des mesures de bon sens avec une baisse de densité, voire certains d'entre nous n'ont pas voulu produire pour ne pas se retrouver face à ce virus. Ça, c'est de la responsabilité. Alors qu'en même temps, les premiers foyers ont commencé à apparaître sur notre territoire. Nous avions fait une baisse de densité, les premiers foyers explosent avec, à côté, on découvre une forte densité sur ces territoires. Donc rebelote, fin 2021, abattage des animaux sur une large zone à dépeupler, parce que, encore une fois, les pouvoirs publics et l'interprofession ont été incapables de mettre en place une véritable stratégie de protection, ainsi que d'outils adaptés pour préserver notre filière. Une gestion de crise pour cette année, où les décisions ont été prises sans concertation par des décisionnaires qui ont une vision étriquée de la réalité du terrain. Une gestion qui était soi-disant sous contrôle, où l'on observe des aberrations, des incompréhensions et des situations déplorables, à la fois pour les producteurs, pour le personnel qui intervient lors des abattages, mais aussi sur les conditions d'abattage des animaux. Et le tout sans que les producteurs n'aient fini de toucher leur solde des indemnisations. On est là aujourd'hui pour parler de reprise, avec les mêmes règles du jeu, voire des règles qui sont en train de se durcir. Alors que le modèle vendéen, souvent cité comme exemple, est en train de s'effondrer, on nous parle de reprise le 29 mars, mais quel caneton, quel poussin et surtout dans quelles conditions pouvons-nous reprendre? Nous n'avons aucune visibilité. Les informations nous parviennent au compte-gouttes et l'opacité reste la règle. En revanche, le discours se durcit et laisse reposer encore une fois sur les épaules des producteurs le poids de cette crise qui, je le rappelle encore une fois, sont les premières victimes du virus. Le discours se durcit car le dernier rapport de l'ANSES indique qu'il y a trop d'élevage par zone. Donc maintenant, on commence à nous chuchoter que nous sommes trop nombreux. La France a perdu en 10 ans 100 000 agriculteurs, mais nous sommes trop nombreux encore. Il y a trop d'animaux, je pense peut-être. Trop d'animaux concentrés par espèce et par âge, ce qui participe à l'appauvrissement, c'est sûr, d'un brassage, pourtant on l'avait fait, d'un brassage et d'une diversité génétique naturelle. On nous pousse tout doucement vers la sortie avec l'intensification des crises et surtout le durcissement des mesures de biosécurité couplé à l'obtention des indemnisations. Parce que là aussi il y a un problème, là aussi la pression est énorme et l'inégalité est flagrante entre producteurs et production. L'interprofession des volailles de chair a su faire du lobbying, car seul l'enregistrement des palmipèdes est obligatoire sur la fameuse BD avicole. On nous a demandé un suivi irréprochable, parfois pour 300 canards sur nos exploitations, alors qu'à côté de nous, des milliers de poulets et de poules ne sont pas enregistrés. Or, ce qui se passe aujourd'hui, la pression des services de l'État est de plus en plus forte, avec un seul mot d'ordre, amputation des aides s'il y a un non-respect ou une défaillance dans l'enregistrement. C'est ça la réalité du discours d'aujourd'hui, qui n'a pas l'air de poser problème à beaucoup de gens à part nous. Eux, les autres, ils ont déjà entamé leur délocalisation et n'attendent que notre sortie.
Mais l'enjeu pour notre territoire est trop important et nous devons sortir de ces crises à répétition plus forts et plus efficients. Nous devons prendre le virage dans lequel nous sommes, même si celui-ci est serré. Nous devons collectivement prendre le virage. Nous devons le prendre car l'élevage plein air est un atout pour notre société. Il est vertueux à bien des égards, pour le bien-être animal et pour sa résilience face aux maladies, pour la qualité des produits proposés aux consommateurs répondant à ses attentes sociétales, pour l'impact environnemental et social qu'il entraîne avec la participation de sa vitalité du territoire, de la dynamique économique de nos territoires. Nous sommes donc là aujourd'hui pour sauver le plein air. Voilà un peu le discours général. Je vais passer la parole à mon collègue Eric qui va sûrement la passer à mon collègue Julien qui va vous présenter plus en détail le volet technique et ce qu'on va demander tout à l'heure auprès des services de l'État. Merci beaucoup. Merci Mélanie. Alors Julien, où est-ce qu'il est? Julien, la fenêtre, je l'ai vu tout à l'heure. T'arrives? Bon, il arrive. Alors, au titre des remerciements, mais merci à toutes et à tous, je répète, d'être venus nombreux. Je vois de nombreux élus régionaux, départementaux, élus municipaux, de communautés de communes qui sont là. Et franchement, je vous remercie toutes et tous d'être là. Évidemment, vous aurez compris qu'il y a un enjeu politique à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Tout est politique, mais encore plus aujourd'hui. Je te laisse la parole. Allez. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Amélie, je suis productrice et je suis aussi coprésidente d'une association de producteurs fermiers indépendants dans les Landes. Voilà, donc je vais vous raconter un peu mon histoire, mais finalement c'est aussi l'histoire de beaucoup d'entre nous, d'entre vous. En 2017, avec mon mari, nous sommes revenus pour lui dans les Landes et venus pour moi pour reprendre une exploitation hors cadre familial. Il y a 5 ans déjà, lorsque ce projet s'est concrétisé, on se dit ça y est, on a réussi, on va pouvoir faire le métier qu'on veut. Reprendre une exploitation traditionnelle d'élevage de canards plein air. C'est-à-dire pouvoir... Excusez-moi. C'est-à-dire faire le métier qu'on veut. Pouvoir gérer la chaîne de production de A à Z. Et surtout, proposer directement, sans intermédiaire, des produits de qualité aux consommateurs. Lui montrer à ce consommateur qu'en France, il y a encore des jeunes agriculteurs qui veulent maîtriser leur production, continuer un savoir-faire du sud-ouest de la France, un produit d'exception qui perdure de génération en génération. Alors chouette, allons-y. On remet au goût du jour la partie élevage, on agrandit les parcours, on développe les cultures pour fabriquer l'aliment à la ferme et on se dit, mais on transforme déjà nos produits. On les vend déjà en vente directe, mais pas chez nous. Alors pour accentuer encore plus cette volonté de pouvoir maîtriser cette chaîne de production, on s'est dit, allez, on monte un abattoir, une conserverie. À notre échelle, bien sûr. Et c'est parti, et là, on est au point pour vivre une superbe aventure. Nous sommes en 2022. 5 ans d'installation, 3 grippes aviaires. Toujours le même discours. Tous les ans, on a l'impression de revivre une première crise. Aucune communication auprès de nos producteurs indépendants, une gestion complètement désastreuse. Alors voilà comment on vit depuis 2 ans. Des incertitudes, des mises aux normes, sorties du chapeau, comme ça, à mettre en place tout de suite évidemment, sinon on ne pourra pas produire. Des mises en demeure, des investissements, toujours plus, de la biosécurité, de vivre toujours dans la peur d'être dépeuplé, ou bien pire, d'être foyer, qui pourrait risquer aussi de pénaliser les voisins. Les désinfections, les contrôles, les analyses, je produis pas, que faire? Nous, producteurs, on devait baisser cette année, l'hiver 2022, de 60% nos volumes. C'est quand même pas rien.
Mais en fait, on veut juste faire notre travail. Notre métier est de voir nos animaux grandir dans de bonnes conditions d'élevage au plein air. Mais on a aussi besoin de vous, consommateurs, pour montrer à tout le monde que ce que vous voulez manger, ce sont des produits de qualité, d'animaux élevés en plein air. Il faut stopper cette claustration qui a bien montré ses limites cette année et qui se confirme en Vendée en ce moment. Nous sommes en train de laisser partir un savoir-faire et surtout une qualité de produit. Notre plus grande satisfaction, c'est le partage avec nos consommateurs lorsqu'ils reviennent régulièrement à la ferme pour manger encore et encore nos produits. En faisant ça, ils reconnaissent la qualité de nos produits et de notre travail. Ces crises sont en train de nous tuer à petit feu. Ça fait que 2 ans que l'on travaille 6 mois de l'année, que l'on travaille dans l'urgence pour satisfaire notre clientèle de fin d'année. On travaille avec des stocks au plus bas, toujours aussi dans la crainte de perdre nos clients, faute de pouvoir les satisfaire. Obligés de mettre le personnel au chômage partiel, crainte aussi de ne pas les retrouver plus tard, car ils auront trouvé un travail plus stable. De quoi vivront nos villages sans le canard fermier? Aujourd'hui, nous demandons clairement le maintien du plein air, qui est le signe de qualité de nos produits d'exception. Maintenir ce bien-être animal, essentiel au bon développement de nos animaux. L'accélération des protocoles de vaccination, qui est pour l'instant la seule solution pour sauver nos exploitations. Alors continuons à montrer que nos systèmes de production existent, qu'on est présent et que l'on se battra pour les préserver. Laissez-nous faire notre métier et laissez-nous travailler. Merci Amélie. Donc Amélie fera partie de la délégation tout à l'heure pour aller voir la préfète. Avec Émilie de Ligny de la Conf, Jean-Yves Venner des Interamap et Mélanie Martin donc pour le MODEF. Émilie, tu veux venir dire un petit mot? Je vais même me rappeler de ton nom, si ça continue, c'est incroyable. Merci. Merci pour le témoignage qu'on vient d'entendre. Je trouve que c'est très évocateur de la crise dans laquelle les éleveurs sont à subir les crises sanitaires de grippe aviaire tous les ans et sans avoir forcément de visibilité sur la saison. Est-ce qu'on va pouvoir la finir? C'est vraiment très émouvant comme témoignage. Et aujourd'hui, on est là pour venir dire à l'État, nous, éleveurs, qu'est-ce qu'on veut, nos revendications pour redémarrer la saison, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Et pour le plein air, c'est des revendications qu'on a, parce que pour nous, il n'y a pas d'autre moyen de travailler qu'avec le plein air. Donc je vais vous dire un peu, parce qu'aujourd'hui, là, on vient dire à la préfète pour nous ce que c'est les exigences qu'on a pour une reprise de l'activité sur la prochaine saison. Parce qu'il est injuste de faire supporter tous les changements radicaux qui s'imposent à nous, aux seuls éleveurs, c'est à l'État d'amorcer les véritables mutations visant à faire décroître les systèmes agroalimentaires en vue de tendre vers leur résilience. Nous exigeons la reprise en main de la stratégie sanitaire par l'État, plutôt que de laisser les interprofessions et les industriels profiter du prétexte des enjeux sanitaires pour préserver prioritairement leurs intérêts économiques. Nous exigeons l'annulation des arrêtés du 17 septembre 2021 qui suppriment la dérogation à la claustration, l'arrêté du 29 septembre 2021 sur les mesures de biosécurité, du 4 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque élevé et l'arrêté de la même date d'extension de l'accord interprofessionnel du CIFOG. Bon, c'est un peu technique, elle va comprendre. Nous exigeons la refonte de la réglementation biosécurité qui intègre une analyse des risques par exploitation et territoire et adapte les moyens à mettre en œuvre dans le cadre plus général d'une obligation de résultat. C'est-à-dire ne pas traiter tous les élevages à la même sauce qu'en fonction du risque entre élevage autarcique et élevage industriel, on n'avait pas de raison qu'on soit tous sur les mêmes contraintes. Nous exigeons le plafonnement des indemnisations car la filière se complaît dans ce fonctionnement où l'État vient toujours donner une solution en indemnisant. Nous exigeons une gestion des données transparente. Actuellement, les organismes professionnels détiennent les éléments sur les volumes et ne les communiquent pas, en
conséquence, la gestion sanitaire se fait sans analyse fine des raisons des différentes crises, donc sans fondement scientifique. Et on voit bien que de ce fait, les années se suivent et les crises se succèdent. Plus spécifiquement, nous demandons la réduction drastique des densités d'animaux au sein des élevages industriels, avec une revalorisation obligatoire du prix payé aux producteurs. Nous demandons la réduction des flux de transport d'animaux et d'humains entre et sur les exploitations, ce qui implique une réorganisation, notamment sur les filières longues. Nous demandons la défense des petits élevages traditionnels de plein air avec la reconnaissance d'une biosécurité adaptée à ce mode de reproduction. Nous demandons aussi une stratégie d'équarrissage in situ lorsqu'un élevage est foyé pour ne pas disperser les virus par le transport d'animaux morts. Nous demandons un moratoire sur les installations de nouveaux élevages et la construction de nouveaux bâtiments de claustration. Nous demandons la valorisation des races rutiques plus résistantes aux virus, ainsi que l'expérimentation de la vaccination et son utilisation rapide dans tous les élevages. Enfin, nous refusons le conditionnement des indemnisations au respect de la claustration, conduisant à un écrêtement des indemnités pour certains éleveurs qui n'ont pas pu la mettre en place. Nous refusons aussi l'inscription obligatoire à la base de données avicoles tant que celle-ci sera gérée par des professionnels. Les producteurs considèrent que c'est à l'État de gérer les données individuelles. Voilà, donc tout ça, c'est la série de revendications qu'on va porter tout à l'heure auprès de l'État. Merci Lily. Voilà, ça va être long, il va y avoir des choses à dire à notre préfète. Alors, il y a un mois à peu près, on était à Saint-Palais, à une manifestation en tout point semblable à celle-ci. Donc, je vois mes collègues basques là, bonjour, je leur fais un grand bonjour et je les remercie d'être venus si loin de leur terre. J'appelle Jean-Yves Wenger, où tu es? J'ai vu ta tête blanche tout à l'heure, il s'est caché, où c'est qu'il est? J'arrive? Il n'est pas là? Il arrive. Voilà, Jean-Yves Wenger qui est donc le représentant d'Interamat, donc il va vous parler du point de vue des consommateurs. Bien, bonjour. Donc après toutes ces explications, bon, je pense que l'essentiel a été dit. Donc nous, au niveau des... je parle au nom d'un réseau d'AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, et de groupements qui se créent maintenant un peu partout pour développer les circuits courts. Donc ce lien direct entre les producteurs et les consommateurs. Donc c'est dans notre ADN d'être là aujourd'hui. Et on a déjà rencontré la préfecture il y a au mois de mai, effectivement pour éviter la claustration. Malheureusement, les consommateurs ne sont pas entendus et finalement les choses se sont décidées sans nous et sans notre avis. Pourtant, ce sont les consommateurs qui décident de ce qu'ils achètent. Donc, ils sont très sensibles à la qualité des produits et à la proximité et à cette relation privilégiée avec les producteurs. Ensuite, il y a quand même un grand souci dans la mesure où il y a des labels qui existent et qui n'ont pas été respectés. Dans la mesure quand on parle de plein air, il y a des règles qui sont définies par l'INAO et malheureusement tout ça, ça a été mis de côté. Et puis sans qu'il y ait vraiment une réelle information des consommateurs. Et des publicités ont continué à exister sur soi-disant le plein air, alors qu'on savait très bien que les animaux, l'État avait décidé que tous ces animaux seraient claustrés. Voilà. Donc aujourd'hui, on est nombreux, plusieurs AMAP sont là, plusieurs groupements de producteurs, et donc on va rencontrer Madame la préfète, et on va lui rappeler ce à quoi on tient. Voilà, merci Jean-Yves. Donc l'heure de la délégation est arrivée ou pas encore? Bientôt? Un quart d'heure? Bon, alors, on va faire un peu de bruit, on va s'entraîner. Parce que le problème, c'est que là-bas, les murs sont très épais.
et que s'il n'y a pas de bruit dans la rue, nos voix portent moins. C'est classique ça. Alors, on va faire un test. On va faire un test. En premier, vous prenez tout ce que vous avez dans les mains, une casserole, la tête du voisin, enfin ce que vous voulez. Et à mon signal, vous criez, vous sifflez, vous hurlez. On va faire du tapage. On va faire du bordel. On va faire du bruit. On est prêts? 1, 2, 3, allez! C'est mécanique ça, c'est mécanique. Bon alors ça, vous le gardez bien dans un coin de la poche, parce qu'on va s'en resservir, hein, c'est normal. Il faut qu'on fasse montrer qu'on est là et qu'on nous entende bien. J'ai vu qu'il y a l'atelier crêpes qui a démarré là. Alors je ne sais pas qui sont les brillants cuisiniers. On m'a dit il y a Christophe Nestled. C'est lui qui a eu l'idée, mais c'est pas lui qui va les faire. Vous avez entendu? C'est ça? Je tiens à la vie des manifestants. D'accord, d'accord. Donc voilà. Et puis, ben voilà, on va avoir pas mal d'intervenants que je vais appeler pendant la délégation. Et puis, on a préparé quelques questions. On va faire questions pour du pognon, mais sans pognon. C'est normal, on est paysans. Et ben, on va voir quelles sont vos connaissances en termes de filière agricole locale ou nationale. Par exemple, j'ai un chiffre, c'est 30 kilos. C'est la consommation moyenne de poulet et de dinde en France, en kilos, par habitant et par an. Vrai ou faux? Alors, vrai, vous criez, vous levez les mains. 30 kilos. Faux? Les faux ont gagné, mais pas de beaucoup, c'est 27 kilos de volaille. Voilà, c'était pour voir s'il y avait des pointus. Apparemment, vous n'êtes pas très bon, mais bon, c'est pas grave. Vous allez progresser en venant aux manifestations et vous allez vous cultiver. Question piège. Attention. Quel est le plat préféré des Français? Là, j'ai du magret. Frites. Magret frites, c'est bon pour tout le monde? Non? Couscous magret frites? Bon, ça, c'est pas très bon. Désolé, madame. Magret frites. Pensez-y bien. Dans les magrets mangés, il y en a beaucoup, c'est quand même de la grosse merde. Donc si les gens préféraient le vrai magret, vous imaginez qu'on n'aurait pas assez de paysans pour les produire. Bon, grâce à nos copains, les gros producteurs, ils arrivent à inonder les marchés, ils en ont tellement qu'ils ne savent plus où les mettre. C'est un autre débat. Oui, à Métaland, ils font de l'énergie. Alors, quelqu'un est capable de me dire combien on consomme d'œufs par an et par habitant sur une année? Allez, combien? Alors 100 œufs par an, par habitant. Oui? 150? 150? Non? On reste à ça? 200? 200? Oui? J'entends pas. Plus? 220? Plus? 250? J'ai entendu 300? Tout faux. Mais vous êtes des brels. Sans rire. J'ai honte. 220 œufs par an et par habitant. Ça rentre là quand on vous l'explique?
les caques qui vont chez les préfets. Et après, on a la deuxième division qui va monter au départemental. Je ne les connais pas. Si ça se trouve, c'est des copains à moi. Ils vont nous pourrir à le retour. Voilà, donc voilà, nous on n'est pas là pour bosser, eux oui. Alors je ne veux pas vous mettre la pression, mais soyez bons, hein, et revenez avec des assurances, pas vie, mais presque, et plein de bonnes promesses. Ah, prenez des crêpes, oui, pour la préfète. Oui, mais une délégation, pas l'autre. Alors, je répète, délégation préfecture, Amélie de l'association des producteurs, Émilie de la Conf, Jean-Yves pour les AMAP et Mélanie. Ça, c'est la première. Et Julien, tu y vas aussi? Julien, t'étais pas marqué sur la liste. Il me fatigue. Alors, ça c'est moi, ça. Alors, deuxième délégation, c'est qui? Où ils sont, la deuxième délégation? Ils sont déjà partis? Où ils sont? Amélie? Jean-Yves, au boulot. Et alors vous mettez un grand sourire, mais pas trop. Hein? Allez, on les encourage. Mon boulot, c'est de vous faire passer le temps, c'est pas facile, hein. Si vous n'êtes pas doué, quand même, enfin bon, voilà. On essaye d'être un peu rigolo, mais là, ça va être du sérieux. Vous l'aurez bien compris au travers des témoignages, il y a quand même un léger avenir de la production fermière qui est en train de se décider. Et c'est pas que dans les Landes, malheureusement, c'est national, hein, quasiment. Il y a quelques temps, j'étais en Espagne avec des copains. Là-bas, les animaux en liberté, ça n'existe plus. Qu'ils soient à plumes, à poil, machin, tout est fermé. Donc, ne croyez pas que c'est propre à la France. C'est un événement mondialisé quasiment, où on standardise la nourriture. Et une des façons d'y arriver, c'est de mettre des grands bâtiments, très peu de paysans et beaucoup de bestiaux. Donc, est-ce qu'on va être assez costaud pour résister à ce phénomène? La réponse sera là. Bon, alors, on va faire quand même passer le temps. Je vais appeler Michel Busquet, je l'ai vu quelque part tout à l'heure. Michel, tu es là? Tu es venu avec des amis, c'est ça? Tu vas nous parler un peu de ce que tu connais? Voilà, Michel est producteur de canards. On l'aurait dit, on s'en aurait résolu. Il va nous parler de son expérience. Alors bonjour. Alors je suis un éleveur et un éleveur qui ouvre son bec, mais depuis un certain moment parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. On a, surtout depuis le mois de septembre, quand on nous a demandé de claustrer les animaux à 6 au mètre carré. Et ça, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup pour nous, c'est-à-dire des gens qui ont fait énormément d'études. Et pour moi, ils n'en ont pas fait assez, parce qu'il leur manque les travaux pratiques. Alors dans ma ferme, je suis prêt à inviter M. Guérin, par exemple, à faire un stage et à venir pailler et à toucher le fumier de ses propres mains. Il verrait ce que c'est, ce qu'on nous a imposé pendant un an, là, qui est proprement inadmissible pour la santé de nos animaux, on l'a dit déjà avant, et pour nous aussi les éleveurs. Parce que c'est pailler tous les jours, c'est pas notre métier, c'est pas ce qu'on veut faire. On va faire un jeu, c'est-à-dire vous dessinez sur le bitume 1 mètre carré, c'est-à-dire un carré de 1 mètre sur 1 mètre, et vous vous mettez à, on va dire 4, 5 dedans, et vous essayez de tenir 3 mois. Voilà, c'est ça la claustration. Alors on nous a imposé de claustrer les animaux, et on me l'aurait demandé à moi il y a 6 mois, il y a 1 an, j'aurais pu dire que ça ne marche pas. Et la preuve en est parce que la Vendée est touchée plein pot, eux n'ont aucun animal à l'extérieur.
Et on a voulu faire tomber nos traditions ici en Chalosse et notre savoir-faire, et ça c'est proprement scandaleux. Par contre, j'ai un ami éleveur qui m'a envoyé il n'y a pas longtemps des propositions, c'est-à-dire que il n'y a pas que les gens intelligents qui réfléchissent, il y a aussi les gens du terrain. Et lui, il pense qu'il faut changer de paradigme, il faut changer la castration, c'est fini, il ne faut plus qu'on en parle. Bien sûr, il y a le vaccin. C'est bien dommage qu'on ne l'ait pas mis en place plus tôt. On pourrait dire quel gâchis. Il faut peut-être, il y a des propositions qui seraient de faire un stop au transport pendant une période, mettons après les fêtes, pendant un mois, on arrête tous les transports d'animaux vivants, sauf peut-être les canotons, et après on n'arrête pas l'activité, c'est-à-dire qu'on peut continuer à travailler, surtout pour les gens qui sont indépendants, qui sont autarciques, qui font tout à la maison. Donc voilà, c'est pouvoir continuer à travailler quand même et par contre arrêter ces migrations de camions et de transport qui, on nous dit que c'est pas la cause, mais principalement, enfin, c'est ça qui nous a plombé cette année. Un bâtiment avec des animaux dedans, il faut penser que ça respire quand même, qu'un virus peut rentrer, l'air rentre, l'air ressort, c'est normal. S'il n'y avait pas d'air qui rentrerait dans les bâtiments, ben nos animaux ne vivraient pas dedans. Donc voilà, et je voulais aussi témoigner par rapport à la pression que nous a mis depuis un certain temps. La biosécurité, on nous a parlé que de ça. On était des gens sales, des gens qui n'élevaient pas correctement nos animaux par rapport aux sanitaires. Et il fallait aider ça, s'il faut plein de choses qui sont des contraintes pour l'éleveur, des contraintes qui au jour le jour vous épuisent et vous assassinent plus ou moins. Et l'exemple aussi des contrôles, c'est-à-dire qu'il y a des collègues qui se sont vus la DSPP arriver pour vous contrôler à la jumelle, c'est-à-dire qu'ils sont sur le bord de la route, et puis j'ai même fait le cas de quelqu'un qui s'est vu partir chercher son courrier à la boîte à lettres sur le bord de la route. Il a vu arriver une voiture avec trois personnes dedans, ils sont allés prendre des photos de son élevage. Et puis ils sont repartis, ils sont passés à 2 mètres de lui, ils ne se sont même pas arrêtés pour lui dire qu'ils venaient le contrôler. Et il a reçu la mise en demeure le lendemain. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes-là, ce que ça peut... Voilà, et puis, bon, comme nous a dit aussi... à un moment donné, si vous ne laissez pas vos canards, si vous ne rentrez pas vos canards, si vous laissez dehors, vous aurez 750 € d'amende. 750 € d'amende par canard. Je crois qu'année prochaine, je vais changer de production, je vais me mettre à faire du pavot. Je pense que ça sera moins risqué. Ensuite, pour terminer, je voudrais exprimer ma colère par rapport aux responsables qui nous représentent, à ces gens qui se disent agriculteurs, qui le sont agriculteurs, qui sont dans les chambres d'agriculture, dans les CIFOG et compagnie, dans les coopératives, les grosses coopératives, là, et qui sont là anormalement pour nous défendre. Mais je pense qu'ils ont oublié qu'on était là. Et moi, ce que je voudrais leur dire, c'est que nous, agriculteurs, les paysans, éleveurs, qui nous respectent et qui nous écoutent. Voilà, merci. Merci Michel, merci beaucoup. On va prendre un entretien avec, c'est Jean-Michel. Jean-Michel Darletor, je l'ai vu par là, ou je sais pas où il est. Il est là? Il est là, voilà. Tu vas venir nous faire un petit laïus là? Viens parler un peu. Alors, Michel en a parlé tout à l'heure, il y aura aussi une filière chanvre dans les Landes.
On est en train de la monter. Donc Michel, si tu veux faire du pavot, ça sera bon. Et j'ai une question avant que l'autre Tiavel qui prenne la parole là. Non, mais là, c'est direct. C'est direct. Pardon, t'es là, oui, j'ai tellement vu. Non, il n'y a pas la réponse. Est-ce que vous savez combien représente d'emplois, direct ou indirect, la filière palmipède dans les Landes? Allez, on part de combien? 220 000, c'est un peu trop. C'est beaucoup quand même. Pour la moitié de la population landaise. Ça. Allez, un autre chiffre. Combien? 20 000, c'est pas moins. C'est pas moins. Un peu moins quand même. Allez, on continue. 18, un peu moins. 14. 15. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Gagné. Vous aurez 0. Mais c'est bien. Il y en a une qui connaît, c'est 16 000 emplois quand même. Alors, comme l'a dit Michel, il n'y a pas que les producteurs fermiers, il y a aussi la filière Indus. Elle a le mérite d'exister et d'occuper pas mal de monde, mais imaginez l'impact si demain il n'y a plus d'élevage palmipède dans les Landes, c'est 16 000 emplois directs et indirects qui disparaissent. Sur 450 000 habitants, je vous laisse augurer de l'avenir, ça ne va pas être rose. Jean-Michel. Donc, moi, ce n'est pas une question que j'ai posée, j'ai parlé de mon cas et des cas d'autres agriculteurs. Personnellement, je cotise au MODEF depuis l'âge de 18 ans. J'en suis entièrement content, donc je vais continuer à cotiser. Normal. Mais le problème, c'est que je cotise aussi pour le CIFOG. Pas beaucoup, hein. 1380 € comme ça par an. C'est plus cher que le MODEF et j'en suis moins content. Mais le problème, c'est que je cotise pour un système qui me détruit. J'ai eu du mal à le croire et quand je raconte ça à des clients, ils me prennent un peu pour un fanfaron, il y a certains qui n'ont pas cru. Alors je me demande, Eric, est-ce que je dois continuer à cotiser au CIFOG? Tu n'es pas obligé. Alors je ne sais pas si je ne suis pas obligé, mais on a décidé avec ma femme que cette année, on ne cotisera pas au CIFOG. Je suis prêt à cotiser même 1300 € pour un système qui me défend. Je ne peux pas cotiser pour un système qui me détruit. Alors, je ne sais pas si j'irai en prison. Si c'est les mêmes barreaux que la remorque, j'y passe à travers pour m'enfuir, donc c'est pas grave. Là, mais je ne cotiserai pas. Je ne sais pas si vous allez continuer le CIFOG, mais moi j'arrête le CIFOG. Je ne veux pas là. Et quand je vois 1300 € depuis plusieurs années, j'aurais pu me faire un bâtiment. Pour aller en vacances. On va aller en vacances, c'est sûr, voilà. Donc voilà, donc moi je vous invite à tous de ne pas cotiser à un système qui vous détruit. Donc voilà, si ça vous détruit, voilà. Le MODEF, oui. Ou d'autres syndicats qui défendent mes idées, mes convictions. Mais cotiser pour un truc qui me tue, qui me détruit, je suis contre. CIFOG. C'est le centre interprofessionnel des foie gras. Donc c'est un fonds avec des cotisations volontaires obligatoires, ça s'appelle comme ça, où les paysans qui font du foie gras donnent de leur chiffre d'affaires en cotisation. Et comme l'a dit Jean-Michel, ils sont représentatifs d'un monde industriel qui nous représente absolument pas, mais absolument pas du tout. Et c'est vrai que tout ce qui a été fait à l'encontre des producteurs fermiers. Point. D'ailleurs, là-bas, il y avait des poulets, ils sont partis. Ils étaient dans la cage. Ils se sont libérés. Ils se sont libérés, les poulets. Allez, on applaudit les poulets. Ça, c'est un sujet. Le monsieur me fait remarquer qu'en se promenant dans les forêts landaises, il ne trouvait pas d'oiseaux morts. Et vous avez sans doute entendu parler de la grande dangerosité de la palombe qui fait caca sur le canard. Nous, on est très sceptiques de cette méthode-là d'infestation. C'est pour ça qu'on nous a fait mettre les canards à l'abri, pour qu'ils soient protégés des déjections de la faune sauvage. Bon, les canards étaient protégés, ils ont attrapé la maladie, point barre. Pas de commentaires. D'accord? Bon, alors, maintenant que tout le monde est en place dans la délégation, vous vous rappelez le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure? Vous êtes prêts? On est prêts? On secoue toutes les banderoles et les pistons. 1, 2, 3.
Il y avait un vieux monsieur qui disait à la télé, les enfants sont formidables. Bon, allez, j'appelle un autre intervenant. Vincent Laborde, je t'ai vu tout à l'heure. Où c'est que tu es? Vincent Laborde. Où c'est qu'il est? Il est au crêpe? Vincent Laborde, lâche la poêle. Dis-lui mal. Viens ici, Vincent. Viens nous voir. Non, garde, c'est bien, c'est bien. Voilà, alors, tout à l'heure, vous allez manger des crêpes, et Vincent, il fait crépiculteur. Voilà. Tu nous parles un peu? Parler, bon, j'avais pas prévu, je vous le dis de suite. Je me suis déjà fait embaucher pour faire les crêpes, c'est pas mon métier. Voilà, mais je suis content de voir qu'il y a un peu de monde, qu'il y a beaucoup de consommateurs. C'est vrai qu'on a besoin de vous. Nous, on est en vente directe. Je fais partie, comme Jean-Michel tout à l'heure, des producteurs en vente directe. Mais aujourd'hui, on a des clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent toujours le même produit. Si on fait de la claustration, je vous avoue, j'ai fait l'essai. Je fais partie des agriculteurs qui ont fait l'essai. Déjà, c'est un boulot de dingue. Et à la fin, pour réussir, c'est beaucoup plus compliqué. Un canard, c'est fait pour vivre dehors. Ça a des palmes, c'est pour marcher un peu dans la boue de temps en temps. Ça a un bec, c'est pour aller un peu dans l'eau. Moi, je dis souvent, quand on ouvre un canard, vous ouvrez le gésier, qu'est-ce que vous y trouvez dedans? Des petits cailloux. Est-ce que vous pensez qu'un canard peut trouver des petits cailloux dans un bâtiment? Je ne crois pas. Donc, j'ai 55 ans, pour la première année, j'ai donné des cailloux aux canards. Je ne l'avais jamais fait, chez nous les canards ils en trouvent. Voilà, donc on va contre nature quoi. Et si on regarde bien, ça fait 3e, 4e grippe aviaire. Bon, la première, moi j'étais allé jusqu'au mois de mars. Et je me rends compte que l'an dernier, j'ai arrêté au mois de janvier, mais cette année, j'ai encore arrêté au mois de janvier. Donc j'ai eu beaucoup de travail au mois de décembre. Je ne vous cache pas qu'au mois de décembre, quand on a des marchés, faire de la paille toute la journée, c'est tout simplement pas possible, quoi. On voit des canards, on a vu des canards fous dans les bâtiments, je le dis souvent, heureusement qu'il n'y avait que nous qui les voyons, hein, parce que, sans déconner, c'est un truc de dingue, quoi. Enfermer des canards qui ont envie d'aller dehors. Et je vais vous dire un truc, c'est que je me suis aperçu de quelque chose, c'est que les canards, quand ils ont 11 ou 12 semaines, vous laissez la porte ouverte, et les canards n'ont même plus envie de dehors. Ils n'ont même plus envie d'aller dehors, c'est un truc de dingue, quoi. Les canards que j'ai rentrés au gavage début janvier, j'ai été obligé de les pousser à 2 ou 3 personnes pour les sortir du bâtiment. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Alors qu'à 15 jours, un canard, quand il a 15 jours, vous laissez la porte ouverte, qu'est-ce qu'il fait le canard? Mais il va dehors. Il va dehors parce qu'il est fait pour, comme nous. Hein. Nous, on l'a bien vu. Pour le Covid, si on compare le Covid avec la grippe aviaire, on s'en est sorti comment? Pavé du confinement, on est enfermés les uns sur les autres. Hein. On vous dit qu'il faut aérer les bâtiments et qu'il faut aller faire un tour dehors. Quoi. Donc voilà, pourquoi mettre des canards dedans? Ils ne sont pas faits pour aller dedans, quoi. Et le résultat, c'est qu'on a encore tué des canards. Et voilà. Et cette catastrophe de tuer des canards. Bon, chez moi, j'ai tué des canards qui étaient en pleine forme. Pas un canard de mort, pas un canard de malade. On me dit après, quand ils ont été abattus, ils étaient soi-disant malades. Moi, je sais reconnaître un canard malade, 55 ans. J'élève des canards depuis l'âge de 17 ans. Je suis désolé, on a fait du gaspillage. Vous, consommateurs, le canard, vous allez le payer 2 fois maintenant. En fait, vous le payez quand vous nous l'achetez et vous nous payez aussi les canards qu'on a tués, quoi. Il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter ce gaspillage, je pense qu'il faut arrêter, quoi. Alors j'espère que on est nombreux là, et je pense que la partie n'est pas encore gagnée. Il va falloir bouger, il va falloir... c'est pas gagné encore, hein, parce que je pense qu'il y en a certains, ils sont encore convaincus qu'il faut fermer les canards, quoi. Donc moi je pense qu'il faut dire non. Non, moi j'ai fait l'essai, bon je voulais pas être plus con que les autres, j'avais besoin aussi de produire. Hein. Quand vous recevez une lettre recommandée en vous disant que les canards, j'en avais laissé une centaine dehors, parce qu'ils avaient été toujours dehors. Bon, au mois de décembre, je ne voyais pas rentrer des canards pour 15 jours. Je n'avais pas rentré, mais bon, il y a quelqu'un qui s'est occupé de moi, bien entendu. Il a fallu que je rentre les canards. Voilà, donc, et après les autres, bien entendu, j'ai rentré, puisqu'on n'avait pas le choix. Donc, mais je pense qu'il faut se battre, il faut qu'on soit nombreux à se battre, parce qu'un tout seul, un producteur tout seul, il ne peut rien faire, quoi. Quand vous recevez une lettre recommandée, ça ne fait jamais plaisir. Une mise en demeure, ça ne fait jamais plaisir. Donc, il faut qu'on se batte pour que justement, qu'il y ait une différence, quoi. Si les
industriels veulent fermer leurs canards, mais qui les ferment. Nous, on a des productions, on ne veut pas fermer les canards parce que, voilà, moi je ne vous cache pas, j'ai été médaillé à Paris cette semaine. Je pense que l'année prochaine, il va y avoir moins de médailles. Hein. Si on fait du produit de merde, le consommateur, parce que là-bas en haut, c'est les consommateurs qui jugent beaucoup. Hein. Eh bien, les consommateurs, ils vont arrêter de médailler nos produits. Eh bien, ils auront raison hein, si on fait de la merde. Et moi, j'ai pas envie d'en faire. Hein. Voilà, comme un homme réussi. Voilà, je vous remercie. Merci Vincent. À ce sujet, pour illustrer un peu, on continue le quiz. Combien a-t-on jeté, enterré, incinéré de canards en 2020? Ici dans le coin, là. Enfin, pas mal, mais plus. Plus. Un peu moins. Gagné 3 600 000, tu vas finir riche, mais pas de suite. En 2021, on continue. Combien? Plus. On va arriver aux 10 millions, je te le dis avec... Non, on s'arrête à 2021. On parle pas de nos excellentes amies vendeurs. Parce que ce sont nos amis. Alors, on a été à 4 millions 2, qui dit mieux? 4 millions 5. 4 millions 5. Gagné 4 millions 5. 4 millions 5 pour Antoine, mais il a triché, c'est lui qui a écrit la question. Saligo. 4 500 000 canards jetés jusqu'en décembre. Et avec ce qui tombe là, j'ai entendu parler d'1 700 000 de plus là, ce matin, c'est ça? 1 700 000 au 4 millions 5. Vous imaginez la montagne de canards qui sont jetés, cette gabegie énorme. Eh bien, le premier réflexe des industriels, c'est allons-y, on recommence vite. Cherchez l'erreur. Alors, j'ai eu un petit message de Madame la Préfète qui était un tout petit peu peinée. Elle ne nous entend pas très bien. Alors, pour arrêter Madame la Préfète, je vous demande de refaire le lit encore plus. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Tout à l'heure, on va peut-être aller manger quelques crêpes. Et donc vous verrez, là-bas, il y a des crêpes. Et il y a des tickets de souscription pour les jeunes agriculteurs du MODEF. C'est libre à chacun d'aller mettre une petite pièce. C'est pour aider un petit peu les jeunes dans leurs actions syndicales. Voilà. Et on vous remercie d'avance pour votre participation. Je vais appeler aujourd'hui, tout à l'heure, maintenant, immédiatement, Michel Comarieux, que j'ai vu par là, mais il y a longtemps. Où est-il? Michel, tiens. Tu vas nous parler un peu de ton expérience? Et on m'a dit, il ne faut pas que tu sois trop long. Je sais pas qui c'est qui m'a dit ça. Oui, bonjour. Bon, je m'excuse, c'est vrai que je suis souvent trop long quand je parle de canard parce que c'est ça a parcouru toute ma vie. Bon, aujourd'hui, je suis retraité, je continue à produire un petit peu, donc je suis très solidaire par rapport à tous ces agriculteurs. Je trouve la situation est dramatique. Ce qu'on leur fait vivre, c'est terrible, je dis. Moi, j'ai vécu donc dans ma vie, depuis les années 70, toute cette évolution de la production de canards. Donc cette évolution, elle est venue en Chalosse, on avait de toutes petites exploitations, dont il y a eu un élan vers cette production de canards, parce que c'était la sauvegarde de ces exploitations familiales qui ont permis d'amener un revenu très satisfaisant. Et beaucoup de producteurs sont restés en Chalosse, surtout, dans une production très traditionnelle, très attachée au bien-être du consommateur, un super produit de qualité. Ensuite, j'ai connu donc diverses époques de grippe aviaire. Je crois que j'en ai connu 7 dans ma carrière. La première, j'étais un des seuls à la connaître, c'était en 83. Et on avait
une alerte de grippe aviaire sur la zone Chalosse. Le préfet, à l'époque, nous avait alerté. J'étais responsable de la coopérative Montfort, la coopérative foie gras de Montfort qui est partie aujourd'hui dans le label. Donc, on a eu une alerte de la préfecture, il fallait fermer tous les marchés. À l'époque, c'était les marchés, Tartas, Mugran, Montfort. Il y avait des marchés qui marchaient du feu de Dieu, comme on dit. C'était vraiment une époque bénie, quoi, pour notre Chalosse, qui a permis une évolution formidable. Donc on voyait un couperet qui tombait sur nous. On dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Cette grippe aviaire qui nous arrive en Chalosse. Enfin, en se renseignant, parce que je me suis personnellement occupé de ce problème, avec d'ailleurs le président du conseil général à l'époque, c'était M. Manueli, qui était jeune, donc président du conseil général. Et on est allé le rencontrer pour mener, sitôt qu'on a su ça, pour mener une stratégie par rapport à ce qui se passait. Donc on s'est rendu compte déjà qu'à l'époque, on avait un souci. À l'époque, il n'y avait pas de transport de canards, puisque chaque éleveur était un peu en autarcie. Et aujourd'hui, je dois le rappeler, le système autarcique est le meilleur schéma qui soit pour la production des canards. Tout ce qui peut être transport, c'est à bannir dans le marché du foie gras, c'est vraiment à bannir. Et toute la filière industrielle s'est montée sur cette base du transport. Ils sont devenus mais complètement fous, à tel point que le transport pour eux, c'est presque une obligation. Un producteur, admettons, je vais dire une commune comme ça au hasard, parce que j'ai connu des cas à La Hausse, j'ai connu des cas à Nous, où des canards sont partis vers la Dordogne, faire 300-400 km, et du même côté, de la Dordogne, ils revenaient dans les Landes pour faire 300-400 km. C'est anti-sanitaire, ça c'est sûr et certain. C'est anti-tout, c'est anti-écologique. Je vois qu'il y a des écologistes, mais c'est de la folie d'aller faire circuler un camion pour faire revenir alors qu'on les a sur place et que même le producteur voulait de ceux qui étaient sur place. J'ai connu tout ça. On est rentré dans un système de folie. On est géré par des gens qui veulent du business et rien que du business. Et ça, il faut absolument casser cette évolution. Donc, paradoxalement, à l'époque, il n'y avait pas de transport et nos éleveurs du coin qui ont été victimes de ce problème-là, c'est pourquoi ils avaient acheté des canards parce qu'ils n'en faisaient pas chez eux, ils ne pouvaient pas en faire chez eux, et personne ne pouvait les servir autour de chez eux. Ils avaient fait venir des canards du Vaucluse, je crois, c'est des canards qui venaient du Vaucluse, donc un petit peu des animaleries, disons. C'était un peu le problème qu'il y a aujourd'hui, ce sont surtout les animaleries. C'est le transport des animaux vivants qui est la cause principale du problème aviaire. C'est la cause, je dirais pas que c'est l'unique cause. D'autres problèmes sont venus se greffer après, mais c'est la cause première. Tous les virologues aujourd'hui, ce qui s'appellent les vrais virologues, pas les pinceaux qu'on a aujourd'hui, qui s'occupent du problème, ils n'y connaissent rien du tout. Ça je le dis, ils connaissent rien du tout. Et ils y connaissent tellement peu, à tel point qu'on pourrait dire aujourd'hui que ces gens-là, on le voit dans le monde du sport, dans tout le monde, quand on se plante une année, on vire l'équipe, elle dégage, et on met une équipe nouvelle. On ne peut pas supporter des échecs pendant 5 ans avec la même équipe qui nous font encore des leçons de morale sur ce que l'on fait ou ne doit pas faire. C'est eux qui se sont trompés, ce n'est pas les agriculteurs qui se sont trompés, c'est eux qui se sont trompés. Voilà, dans la gestion de la crise. Donc aujourd'hui, tous ces problèmes-là, il y a le problème du transport, sont venus se rajouter des conflits un petit peu entre schémas divers. Il y a eu une évolution de l'industrialisation qui crée maintenant des tensions au niveau du monde agricole. Au niveau du monde agricole, il y a ceux qui veulent se battre pour la qualité et ceux qui, aujourd'hui, auraient tendance à se battre plutôt pour la quantité. Donc là, il y a un conflit. Automatiquement, dans le monde agricole, il y a un conflit. Alors, je ne veux pas opposer la qualité et la quantité. Je pense qu'on peut raisonnablement faire une part de quantité tout en respectant la qualité. Mais ça, ce serait le rôle même de l'interprofession. L'interprofession, moi je l'ai connue à son démarrage. J'étais un des rares dans le coin à vraiment y croire. J'y croyais pour une simple et bonne raison, c'est que je voulais une interprofession qui règle les problèmes de l'importation. Parce qu'à l'époque, il y avait un gros problème de l'importation. Il y avait à peu près de Hongrie, de Bulgarie, il y avait un peu l'Israël, mais enfin, c'était Hongrie, Bulgarie et Roumanie, où il nous arrivait des produits qui étaient à prix coupé. Il n'y a pas l'Europe à l'époque à prix coupé. Donc moi je pensais que l'interprofession pouvait nous amener à l'époque justement
à partir du moment où on y était, à créer des règles du jeu. Parce que le rôle d'une interprofession, c'est ça. L'interprofession, elle est là pour créer une règle du jeu et pour essayer d'étudier un marché et de voir comment on peut se projeter sur ce marché, comment le consommateur, quelle doit être l'attente du consommateur. Et il faut se plier aux exigences du consommateur et pour lui répondre le mieux. C'est ça que devraient faire tous les marchés agricoles. Aujourd'hui, dans le marché du foie gras, on n'en a que foutre. On a dit au départ, les premières réunions que j'ai eues, où je me suis battu, et j'étais absolument contre, j'étais horrifié par le terme de démocratisation du produit. Le foie gras, ce n'est pas un produit à démocratiser. Le foie gras, à l'époque, comme aujourd'hui, c'est encore comme, pour les couturiers, c'est les grands noms, c'est ceci, c'est cela. Bon, voilà, et sans vouloir écarter d'autres consommateurs qui ne pourraient pas y accéder. Je sais bien qu'il faut du produit pour tout le monde, mais le produit foie gras ne peut être fait que dans cet esprit-là, d'un esprit de très haut de gamme, et surtout pas un esprit d'industrialisation et de banalisation. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Voilà. Et donc, le CIFOC, aujourd'hui, puisque Dario Toran a parlé, là, très bien, du CIFOC, on cotise, on ne sait pas pourquoi, on cotise à fond perdu, on cotise pour préparer notre propre guillotine, quoi. C'est un petit peu ce qu'il a dit. Donc aujourd'hui, le CIFOC, il devrait vraiment se remettre en question, se dire que veut le consommateur par rapport au foie gras. Le foie gras n'a de place que sur un produit d'excellence, pas sur un produit banal, c'est pas possible. Alors on trouvera toujours, même dans un produit d'excellence, un produit qui sera un peu moindre, mais il faut rester sur l'excellence. Et l'excellence aujourd'hui, vous l'avez dit tous tout à l'heure, c'est le plein air, et ce n'est que le plein air, parce que je fais partie, pendant 30 ans j'ai été éleveur, Michel Busquet l'a dit, on était très copains, on était à la coopérative ensemble, un canard ce n'est pas fait pour aller dehors. Au niveau anatomique, excusez-moi du lapsus de m'avoir repris, très bien. Ça m'arrive des fois de dévier un peu. Voilà, un canard, c'est vraiment un animal qui a une particularité. Tout être sur Terre, que ce soit humain, que ce soit animal, tout a des particularités. Même le virus a une particularité. On pourra en parler. Mais tout a une particularité. Le canard, il a été fait pour migrer, donc il a des caractéristiques qui font c'est un migrateur. Et moi je dis, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais ça c'est plus avec des scientifiques que j'avais vu ça, là je ne vais pas vous saouler là-dessus, mais dans la plume du canard, il se loge des virus, et c'est justement là qu'est le problème du transport. Le transport, le canard est un migrateur, donc comme le foie gras, par exemple, par rapport à la migration, c'est une aptitude naturelle qu'a pris le migrateur pour s'auto-nourrir, pour pouvoir faire la migration, sans se poser par terre, pour franchir les barrières de l'Himalaya, pour franchir des montagnes. Il s'auto-gave. Donc nous, si on veut s'auto-gaver, notre foie, il va tourner en cirrhose. Le canard, c'est pas du tout le cas. Le canard, il a une adaptation qui fait que le foie gras se tourne en stéatose, donc c'est un phénomène très, très logique, très normal. Et il rétrocède, son foie rétrocède de l'aliment à tout le corps pour permettre de passer la migration. Et dans la plume, c'est exactement la même chose. Les canards, les oiseaux, déjà, depuis des millions et des millions d'années, depuis des centaines de millions d'années, les oiseaux ont été les premiers migrateurs dans la vie puisqu'ils volaient. Donc tout ce qui était sur Terre ne volait pas, il n'y avait pas de voitures à l'époque, il n'y avait rien, ne volait pas. Donc les oiseaux en volant avaient un besoin de se protéger par rapport à l'environnement qu'ils allaient rencontrer, au nouvel environnement. Et c'est là qu'on rejoint le problème virus. Les virus, c'est justement, on l'a vu pour le coronavirus, ça a été dit tout à l'heure, le coronavirus, nous est arrivé un virus qui venait de Chine, où on n'était pas du tout habitué. Nous, ici, on ne connaissait pas. En Chine, dans les pays asiatiques, ils connaissaient le virus. Donc, ils avaient déjà une prédisposition à se combattre contre le virus. Parce que pour le virus, qui n'est pas, je dois dire, ça c'est important, un organisme vivant, il ne devient vivant que quand il rentre dans une cellule vivante. C'est un organisme parasite, qu'il est depuis 3 milliards d'années sur Terre, qui a permis toutes les évolutions des espèces sont grâce au virus. C'est pas l'ennemi, on dit l'ennemi virus, ce n'est pas un ennemi. L'ennemi devient ennemi quand nous on fait n'importe quoi. C'est là, aujourd'hui, l'homme peut être très bon, il peut être très con, on le vit aujourd'hui, on le voit plein pot aujourd'hui. Le virus, tout le monde dit, c'est la bête, c'est le truc terrible qui nous arrive. Non, il faut réfléchir par rapport, quand il y a un problème d'épidémie, que ce soit bactériologique, que ce soit viral,
c'est un problème d'organisation de production. Aujourd'hui, on est en train de dérailler, de déraper complètement. Pour le coronavirus, le problème, c'est la mondialisation qui a été le phénomène, la mondialisation, la négligence de l'écologie. Moi, je suis agriculteur, c'est vrai que quand on parle écologie en agriculture, on a tendance à sauter au plafond en disant les écologistes, ils nous font chier, si, cela. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. L'écologie, la vraie écologie, nous, on la vit tous les jours. En agriculture, moi, je l'ai vécu. Toute ma vie, j'ai vécu l'écologie. Et chaque fois que j'ai voulu faire une connerie, que j'ai fait une connerie, ça m'a rattrapé et ça m'est tombé dessus. Donc il faut reconnaître tout ça, il faut savoir. Mais là, aujourd'hui, on a des vétérinaires qui s'occupent de ce sujet, qui sont complètement, Michel Busquet l'a dit, ils ont besoin de revenir à l'école parce qu'ils sont complètement hors course. Aujourd'hui, ils arrivent à dire, je l'ai entendu dernièrement, une réunion d'interprofession, où on était venu manifester, des vétérinaires qui disaient il vaut mieux un éleveur à 30 000 canards que 10 éleveurs à 3 000 canards. Mais c'est une honte d'entendre ça. Voilà. Alors, tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je dis, bon, ça a été une incompétence totale, surtout des vétérinaires. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. Moi j'ai vécu dans ma vie divers vétérinaires. Les anciens vétérinaires que j'ai connus, qui sont très respectables, ils disent, ils ne peuvent pas parler, les vétérinaires aujourd'hui. Parce que s'ils parlent, ils se font ratatiner. C'est ça, dans le système qu'on a aujourd'hui. Les vétérinaires anciens, qui étaient très bien, disent, ils ne veulent plus en parler tellement qu'ils sont écœurés. Dans les vétérinaires nouveaux, il y en a qui voudraient parler, mais qui ne peuvent pas parler. Et puis il y a 2 ou 3 personnes qui sont dans les cabinets vétérinaires liés à Maïsadour, liés à Côte de Pau, liés à Lurberry. Et c'est eux qui travaillent au chevet de ces structures, qui aujourd'hui sont en train de se planter complètement. J'en discutais l'autre jour avec Darietor, là, de Maïsadour, tout ça. Mais ils veulent nous dire que les agriculteurs ne savent pas vendre. Eux, ils vendent à la ferme. Ils ont des demandes. Ils n'ont plus un stock. Ils ont des demandes comme faire se peut. Et les autres, il faut qu'ils aillent brader le produit, puisqu'ils ont critiqué même la loi du gouvernement, la loi Egalim, qui avait été mise, je crois, par M. Hollande. La loi Egalim, elle prévoyait d'éviter de brader le produit. Ils ont été contre ça pour du foie gras. Ils auraient été contre ça pour des nouilles, je sais pas quoi, moi, des produits de bas de gamme. Pourquoi on aurait pu croire qu'ils n'avaient pas raison? Ils avaient le droit de le dire. Mais pour du foie gras, mais c'est une honte totale. Mais que des gens qui se prétendent aujourd'hui être là pour sauver l'agriculture, soient à ce niveau-là, je dis c'est une honte totale. Voilà, je vous remercie. Et je souhaite que le combat réussisse. Merci Michel. Alors pour illustrer ce que dit Michel, il a parlé des transports. On va continuer le quiz. Est-ce que vous savez combien un canard indus promène sur la planète en kilomètres entre la couveure et l'assiette, en gros, hein, en moyenne? Un canard indus produit de quoi? 2000? Moins. Plus. Alors 1000? Un tout petit peu moins. Gagné 900 km. Un canard fermier, de la couveure jusqu'à l'assiette en moyenne. Combien? Non. 80 km. 80 km. 10 fois moins qu'un canard indus. 10 fois moins. Et comme l'a dit Michel tout à l'heure, quand même, à l'heure qu'il nous inquiète sur les transports, c'est quand même un phénomène important. Alors, je vous ai mis quelques ateliers artistiques devant vous. On va faire un concours de dessin sur la route, là. Vous allez dessiner Ouvre ton bec. Et il y a un éminent jury qui va vous remettre votre poids en crêpes, si vous gagnez. S'il nous en reste assez, on verra. Alors, vous avez des bombes, vous avez de la peinture, vous avez des pinceaux, vous avez un grand tableau là par terre, vous faites le plus beau Ouvre ton bec possible, de façon à ce que la ville de Mont-de-Marsan se rappelle avec passion de notre petite visite. Voilà, alors allez-y, ne faites pas les timides, il y a des enfants, ils peuvent prendre les pinceaux. Alors pour changer des jérémiades de paysans, on va appeler une salariée de l'ADERI, qui s'appelle Marie-Claude Espélozin, j'espère que je dis bien son nom. Marie-Claude Espélozin, tu es là? Elle n'est pas là? Elle n'est pas là? Mince, et t'as le texte? Tu veux le lire?
Tu vas pas réussir à le dire. Ouais, c'est écrit sur le téléphone. Ou alors, c'est une salariée de la mairie, vous avez entendu parler du mouvement des salariés en fin d'année. Donc, elle nous a fait un texte, et notre canard préféré va la lire. Merci Eric. Donc c'est le texte de Marie-Claude Espelosin, salariée chez la mairie à Saint-Jour. Le 15 octobre dernier, les salariés ont quitté leur poste de travail pour entamer une grève de près de 4 semaines avec des revendications tout à fait légitimes portant sur les conditions de travail et une augmentation générale des salaires après la hausse du SMIC le 1er octobre 2021. Des conditions de travail qui se dégradent depuis des années, car chez la mairie, il n'y a que les cadences de travail et les amplitudes horaires qui augmentent. Pour preuve, aujourd'hui, il y a plus de licenciements pour inaptitude à la suite de maladies professionnelles que de départs en retraite, et ce, pour des salariés toujours plus jeunes. Des salaires qui se situent autour de 1 200 € net pour les dernières embauches en CDI et 1 100 € pour les CDD et saisonniers. Les deux autres syndicats ont accepté 2,25% d'augmentation, soit environ 30 € brut et une prime de 200 €. C'est une honte. La CGT a quitté la table. Quelle générosité quand les salariés perçoivent une participation aux bénéfices équivalente à un demi-salaire. Les dividendes atteignent 16 millions d'euros. Mais aussi, les primes d'objectifs des cadres dirigeants augmentent de 27%, soit près de 5 600, pour atteindre une moyenne de 25 000 € annuels, avec des augmentations de salaire entre 4 et 8%. Pendant cette grève, la direction est restée dans le mépris pour les salariés, puis ça a été la provocation quand un cadre, devant les grévistes, leur jette que si on voulait des miracles, il fallait aller les demander à Lourdes. Puis l'acharnement avec des convocations au tribunal pour des poursuites judiciaires, des convocations pour des sanctions disciplinaires à l'encontre de 11 salariés et aussi de l'Union départementale CGT des Landes au motif d'avoir bloqué des camions. La médiation avant la présentation au tribunal a pu annuler ces sanctions. Cette direction n'a épargné personne, ni même les producteurs, puisque près de 6 000 canards sont partis en benne d'équarrissage, car ne pouvant être traités pendant la grève. Une direction qui préfère jeter des canards plutôt que d'augmenter les salaires. Quel respect pour le travail de ces éleveurs. Mais la Berry, c'est aujourd'hui un groupe qui achète des entreprises dans divers secteurs. Des acquisitions, c'est celle d'Alain François à Bouaille en Loire-Atlantique, un abattoir et une conserverie de canards. La viande arrive par camion pour approvisionner les ateliers de l'usine de Saint-Jour pour pallier le manque de canards depuis le début de la grippe aviaire. Nous sommes nous aussi inquiets sur l'avenir des petits producteurs dans les Landes et des produits de pur terroir face à ces élevages intensifs que ces financiers veulent nous imposer. Nous les gavons, ils nous plument et comme ça ne leur suffit pas, ils nous saignent. Merci. Voilà, donc ce qui a été décrit dans ce courrier était la triste réalité du monde industriel qui nous entoure de très très près, hein, parce que là, la mairie c'est à Saint-Jean-de-Marais et vous voyez un peu dans quel contexte ces pauvres salariés sont exploités, au même titre que les gaveurs qui travaillent pour ces boîtes-là. Voilà, donc je vois que le concours de peinture avance, et bien comme promis, il y a un lot, viens, amène. Tout le monde a gagné, comme tonton mayonnaise tout à l'heure. Donc, bravo aux artistes, vous avez gagné des crêpes. Si vous avez une petite fleur, ben, les crêpes sont là-bas. Elles sont à disposition. Je vous l'ai dit, c'est du lait, des œufs, de la farine. Ah, en direct live du bureau de Madame la Préfète. Je crois que Madame la Préfète s'est endormie. Il faudrait la réveiller. On y va? On est prêt? Alors! Je crois que là, ça y est, ça vaut un peu
Un peu secoué. Alors il y a deux copains à moi là qui sont par là, Brédé et Mirail, ils sont. Ils voulaient venir dire un petit mot là, du fin fond du Seignance. Ils sont presque à côté du Pays Basque, alors ils ont des trucs à raconter. Les gars, soyez sérieux, pour une fois, il y a du monde. Hein, soyez, voilà, pas des blagues de Saint-Martin tout le temps. Allez, vas-y. Je sais pas quand même. Viens par là-bas. Vas-y. Et ça, c'est quoi aujourd'hui? C'est normal de faire ça. Allez, il est timide, on va l'encourager parce qu'il n'ose pas. Mais c'est un bon garçon, il va le faire. Bon, bonjour à tous. Merci à vous d'être venus surtout. Je vois qu'il y a du monde. Par contre, Bertrand n'est pas venu, lui, je vois. Non, moi c'est bien qu'il y ait beaucoup de monde pour soutenir surtout. Bon, je vois qu'il y a quand même pas mal d'éleveurs aussi. Bon, c'est très bien quoi. J'espère que Madame la Préfète va entendre tout ça, surtout qu'elle va voir tout ce beau monde ici. Et on verra les changements qui vont être faits. Bon, voilà, merci, il est très vite. On s'occupe un peu des gens agriculteurs du modèle. Ils démarrent dans le métier, donc voilà, on va être un peu indulgents. Alors, moi j'avais Dominique Lolivier qui est un jeune aussi, un petit jeune. Putain, t'as changé. Il fut un jeune. Mais il est toujours aussi Tiabec et il va nous raconter un peu des histoires de poulets, non? C'est ça, Tiabec? Tu connais pas Tiabec? Bon, mais bonjour à tous. Hein. Et ben voilà, bon, moi je suis éleveur de poulet. Bon, le poulet du dimanche, ça veut dire que c'est un bon poulet. C'est un poulet qui circule, c'est un poulet qui est en plein air et c'est un poulet qui est impossible à produire à l'intérieur. Faut pas rêver, quoi. Hein. Moi j'ai fait toute ma carrière d'éleveur avec ce type de production. Une production que j'ai créée d'une exploitation de toutes pièces à partir de zéro. Et aujourd'hui, voilà, on arrive au bout de quelque chose qui est catastrophique. Moi, toute ma production est vendue en vente directe, 90% en AMA. Et je vois beaucoup d'entre eux qui sont là aujourd'hui. Et je les en remercie parce que c'est hyper important que vous soyez là. Là, ce qu'on me donne un ordre d'idée, c'est 6 000 poulets par an. On faisait le calcul l'autre jour la taille d'une bande moyenne là en Vendée sur les derniers élevages touchés. On était à 20 000 € par bande, pas par an. Hein. Donc vous voyez la proportion. Moi, les poussins, ils arrivent un jour, ils partent prêts à mettre au four. Il n'y a pas de camion qui circule, je produis l'aliment sur place, tout est fait sur place. Ils sont même abattus sur place. Je veux dire, au niveau sanitaire, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la réglementation, je ne peux plus produire, je ne peux plus mettre en place. Alors, certes, je ne vais pas pleurer non plus en comparaison à ceux chez qui on a tout abattu. Il ne faut pas non plus raconter l'histoire. Mais ça veut dire aussi que ce genre de production ne pourra pas redémarrer demain telle qu'est faite la réglementation. C'est une véritable catastrophe. Chaque fois que j'ai été touché par la grippe aviaire, mais ça a toujours été lié à la réglementation, pas au virus. Et ça, c'est quand même un problème. Aujourd'hui, on a une réglementation qui produit plus de morts que le virus. Parce qu'on abat des animaux sains. Et aujourd'hui, je vous le dis, je dirais, ouais, sereinement, solennellement aussi, en tant que républicain, je me sens trahi. Je me sens trahi par nos hommes politiques qui n'ont qu'une chose en tête, c'est d'aller dans le sens du vent qui souffle le plus fort. Nous avons un ministre aujourd'hui de Normandie qui, au mois de mai 2021, au mois de juillet 2021, pour la feuille de route pour mettre en place la nouvelle réglementation, disait « Vous inquiétez pas, tous les modèles seront sauvés, tout le monde doit exister, on adaptera les analyses, on fera des analyses de chaque système et on adaptera les mesures à chaque système. » Résultat des courses en septembre, oui, vous parlez d'adapter les systèmes. Par exemple, moi dans mon système, j'ai interdiction de rentrer avec un tracteur dans mon élevage. Alors ça veut dire quoi? Je vais donner l'aliment à coup de brouette. Je suis désolé, mais on n'est pas chez les Amish, comme il y en a un qui a dit à un moment donné là. Faut pas rêver, quoi. J'en ai marre
aujourd'hui de voir le plein air, de voir l'alimentation de qualité, la production de qualité qui est montrée du doigt systématiquement. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui qui c'est qui travaille comme des cochons. C'est là que le problème aujourd'hui. On le voit, l'ANSES, que ce soit à travers tous les rapports qu'elle fait, chaque fois, met en avant le problème des transports, met en avant le problème de la densité, met en avant le problème des échanges entre élevages, etc., etc. Mais ça, on ne le prend jamais en compte. On prend en compte juste le seul point qui est dans le rapport, qui dit que dit l'ANSES, que effectivement, avec la faune sauvage, à un moment donné, le virus peut arriver. Mais que je sache, la faune sauvage, elle existait bien avant les élevages, et c'est pas pour ça que tout le monde mourait. Sauf que le problème, la façon dont on a organisé les élevages, c'est une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe aujourd'hui. On voit ce qui se passe dans l'Ouest, ceux qui nous donnaient des leçons hier, on voit où ils en sont aujourd'hui. Bon, attention, parce qu'il y a des copains là-dedans aussi qui vont, des collègues agriculteurs qui vont morfler. Mais enfin quand même, moi je dis qu'est-ce que c'est ces irresponsables professionnels qui sont capables que d'organiser des choses qui coûtent cher à tout le monde. Alors, quand on voit aujourd'hui le résultat à chaque fois, c'est le contribuable qui paye. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 4 ans, chaque fois, on va chercher les indemnités. Ça veut dire qu'on a un système qui ne peut pas tourner. Au point de vue sanitaire, c'est une véritable catastrophe. Et chaque fois, on demande aux contribuables de compenser. Donc on a vraiment des irresponsables professionnels pas possibles. Et pour moi, tout ça, ces gens-là, ce sont vraiment pas, et surtout pas, des exemples à suivre. Et si on veut appliquer toutes ces règles telles qu'ils nous les proposent, chaque fois, c'est des investissements supplémentaires. Qui dit investissement supplémentaire, dit production supplémentaire pour amortir. Et c'est le cercle vicieux. Donc on s'en sort pas. On l'a vu cette année, tous ceux qui ont cru à la claustration, ou à qui on a fait croire que la claustration était la solution, aujourd'hui, ils ne sont pas sortis de l'auberge, comme dirait l'autre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils ont des investissements sur le dos et les bâtiments vides maintenant. Donc en fait, retour à la case départ. Moi, ce que je veux, c'est vivre de mon travail, mais pas sur le dos du contribuable. Moi, je veux pouvoir continuer à fournir des produits de qualité. Et j'aimerais aussi, parce que là, bon, maintenant, la retraite approche, comme je disais, je suis un jeune. Et j'aimerais bien qu'un jour, des jeunes puissent s'installer dans ce métier. Sauf quel est le jeune qui va s'installer dans ces conditions réglementaires? Mais ils s'en vont tous en courant. C'est pas possible, quoi. Alors qu'il y a une demande. Aujourd'hui, les produits de qualité sont des choses que veut le consommateur. La société, elle veut ces produits de qualité. Alors des fois, c'est vrai, il y a un débat. Le prix, est-on prêt à le payer, etc., etc. Mais faut-il encore expliquer les choses aux gens? Je dis, si vous achetez un produit pas cher, mais c'est qu'il n'en vaut pas plus. Ne rêvez pas. Alors si vous voulez bien manger, il va falloir y mettre le prix à un moment donné. Je suis désolé, mais il n'y a pas le choix. Et tout ça, tout ce débat aujourd'hui, ça va bien au-delà de notre problème d'agriculteurs, de producteurs et de consommateurs. C'est un problème de société, généralement. C'est un problème beaucoup plus large que de la consommation. Et moi, ça me fait chaud au cœur de voir les AMAP qui sont là aujourd'hui. Parce que les AMAP, elles ont déjà répondu présent. En 2009, j'ai connu la grippe aviaire, pas la grippe aviaire, c'était la tempête, où tout a été mis par terre. Et qui c'est qui a été là pour nous aider à nous relever? C'était les copains et les AMAP, qui étaient là au bout de l'allée, prêts à nous relever, qui sont venus, on a fait des chantiers, etc. Et c'est pas le contribuable à coup de subvention qu'on est allé chercher, quoi. Et donc on a créé des choses de la solidarité, et pour moi c'est des choses intéressantes. Alors moi ce que je dirais, il faudrait qu'on soit un peu moins seul producteur sur nos fermes, qu'on soit un peu moins seul consommateur derrière les caddies. Mais par contre qu'on soit plus citoyens, tous ensemble, partout où c'est possible. Le combat doit continuer, il n'est pas fini. Oui, Je crois, Olivier, tu as fait une erreur. Parce que bon, le bâtiment confiné, c'est bien pour le virus. Moi, je vois Serge Morat, moi, eh bien, grâce au bâtiment, on n'a pas produit, on n'est pas au foyer, et un dernier a été foyer. Donc, le truc du bâtiment, c'est quand même pas si mal que ça, hein. Tout dépend de comment on le voit. Bon, merci, les de la production tout à l'heure. Alors, on m'a communiqué, mon petit doigt tordu me l'a dit, qu'il y avait un comité saut qui coule au Pont, qui se prépare à Pont, avec une dizaine d'éleveurs et des consommateurs, c'est bien ça. Et il paraît qu'il y a des Palois, c'est ça? Où ils sont
Ah, j'en vois des bras qui bougent là. C'est bien ça, j'ai bien dit? Sauf qui pour le bon? Magnifique. Donc encore un collectif de consommateurs et de producteurs fermiers qui va se monter. Et ben voilà, ouvre ton bec n'est pas tout seul, et tant mieux. Et puis c'est un petit peu comme ça qu'il va falloir qu'on gère l'avenir de la production fermière. Alors, le concours de peinture continue. Les crêpes, je vous vois très timide. Vous n'avez pas faim, vous êtes fait de régime ou quoi? Vous êtes au régime? C'est bien, mais ça ne fait pas grossir les crêpes. Il n'y a pas de Nutella dessus. Donc allez-y, faites pas les timides, c'est juste là. C'est gratuit, allez-y, servez-vous. Les gars, il faut cuire depuis 1 heure, il faut que vous alliez en manger. Hein. Voilà. On avait proposé de faire un peu la danse des canards, mais on a l'orchestre qui est un peu en rade. Antoine, tu veux faire un essai ou pas? Vous savez la chorégraphie de la danse des canards, vous la connaissez? Vous faites des mariages régulièrement, des baptêmes. On va essayer de vous passer la musique. Allez, Antoine, t'es prêt? Attends, il faut que l'orchestre se mette en place. Comme tout artiste, il y a besoin de temps. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. C'est vrai, ben oui, je fais le tour des rassemblements. Et je voulais quand même vous parler d'une chose aussi qu'on n'a pas trop abordée. Il faut savoir que quand même, à la fin mars, nous serons jugés sur le fond concernant notre recours auprès du Conseil d'État. Il faut savoir qu'avec 15 associations, la FNAD, le MODEF, la Confédération Paysanne, le collectif Sortipool du Vaucluse et de la Drôme, France Nature Environnement, Action, Consommateur Action et d'autres petites associations de producteurs indépendants de qualité. Nous avons fait un recours auprès du Conseil d'État qui est passé au mois de décembre en référé, pour lequel nous n'avons pas eu gain de cause. Mais pour vous dire aussi l'état d'esprit dans lequel nous sommes gérés, nous avons eu le résultat de ce recours en référé le 24 décembre à 18h. Donc je peux vous dire que tous les collègues, on attendait la réponse. On essayait de penser Noël comme tout le monde, avec nos enfants, nos petits-enfants. Et les collègues qui appelaient, alors, qu'est-ce qu'il en est? On a gagné, on n'a pas gagné? On va pouvoir laisser nos volailles dehors ou c'est foutu? Et on a fait ceux qui n'avions pas la réponse. On a dit on verra lundi, on leur dira lundi, on ne va pas leur gâcher la réponse. Et le ministère avait tout fait pour que en fait la communication ce soit lui qui la tienne. Parce que quand on fait un résultat en référé à 18h, c'est l'heure de fermeture de l'agence France Presse, ce qui lui a permis à lui de communiquer et de dire que nous avions perdu. Donc je peux vous dire qu'effectivement, moi je veux donner de l'espoir à tout le monde, mais je peux vous dire que le combat il est raide, et il est de plus en plus raide. Et heureusement que vous êtes là les consommateurs, parce qu'en plus vous avez la chance, et nous avons la chance, très bientôt d'avoir un bulletin de vote dans les mains. Et il va falloir qu'il pèse aussi sur le modèle agricole. Parce que le modèle agricole, c'est un vrai projet de société. Ce que vous mangez, votre alimentation, c'est un projet de société. Et je dirais même que dis-moi ce que tu as dans ton assiette, je te dirai dans quelle société tu vis. Nous sommes un pays rural, un pays agricole, un pays qui a besoin de cette paysannerie et qui en ce moment est en train de la laminer. Je participe à beaucoup de réunions professionnelles et je peux vous dire que actuellement, et même encore cette semaine dans le Gers, mercredi matin, la une du journal La Dépêche du Gers, c'était un éleveur dégrade la voiture de la contrôleuse des services vétérinaires avec une barre en plastique. Suite à un contrôle inopiné, elle est arrivée sur son élevage et a foncé vers le bâtiment où il avait ses volailles en plein air en lui ordonnant d'enfermer les volailles. Il a craqué, il a tapé sur la voiture avec le manche qu'il a trouvé près de son hangar et bien sûr il a été condamné, procureur, il a donc 500 € d'amende. C'est normal, c'est un fait grave. Mais j'en parle parce que nous sommes à cran d'espérance, de manque d'espérance.
Jusque-là, on espérait toujours que cette dérogation, nous l'obtiendrions, que l'on pourrait arrêter cet arrêté ministériel qui nous a fait enfermer les volailles. Et là, on nous balade, et on nous balade. Et nous sommes à une échéance essentielle. C'est pour ça que les mobilisations actuellement sont absolument nécessaires, parce que nous allons arriver vers un changement ou pas de gouvernement, vers un nouveau ministère de l'Agriculture, avec des nouvelles personnes. Et le temps va passer, et au mois de juillet, il n'y aura rien de nouveau. Et au mois de septembre, on va commencer à nous redire qu'il y a de la faune sauvage et un ou deux hérons ou quelques grues qui sont tombées mortes par là dans l'Ain ou dans le Nord, que sais-je encore. Et au mois de novembre, on va nous dire, allez hop, toutes les volailles dehors. Et ça, ce n'est pas possible. Nous ne pourrons pas repasser une année comme nous l'avons vécue. Que ce soit ceux qui soient foyers, que ce soit ceux qui sont dépeuplés, que ce soit ceux qui ne peuvent plus produire parce qu'ils sont dans des zones des 10 km, voire au-delà maintenant, parce qu'on élargit les zones. On ne peut plus travailler sans calendrier. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va pouvoir remettre en place nos productions. On ne sait pas toujours, pour ceux qui résistent à l'enfermement de leurs volailles, tous les jours ils regardent la voiture inconnue qui va arriver sur leur ferme pour leur emmener la mise en demeure à laquelle ils n'avaient vraiment espéré ne jamais avoir le droit. Je n'aurais jamais pensé qu'après 30 ans d'activité, j'aurais dû aller au Conseil d'État pour avoir le droit d'élever des volailles en liberté. Je ne sais pas si vous vous imaginez la dimension de ce modèle, je ne sais pas, l'absurdité. C'est-à-dire de nous mettre des gendarmes. On a vu dans le Tarn, les services vétérinaires arriver avec 2 voitures de gendarmerie sur des fermes. Mais nous ne sommes pas des délinquants. Nous sommes des producteurs, des paysans, avec une dignité, une responsabilité. Nous nourrissons les gens. On n'a pas envie d'être hors la loi. On veut au contraire fournir le meilleur. Et là, aujourd'hui, je vous demande, et je vous le redis, c'est maintenant ou jamais. Et maintenant, pour qui? Surtout pour tous les jeunes. Moi, j'ai un jeune sur ma ferme, mais j'ai surtout, avec l'ADR, qui est notre outil de développement de la conf, nous avons installé une trentaine de jeunes en production pondeuse, en petit atelier de volaille plein air, en petite conserverie de canards. Ces jeunes, ils ont eu un contrat signé par l'État. Ils ont eu la dotation jeunes agriculteurs, avec un contrat, un objectif de revenus, le modèle, leur choix d'investissement. Et l'État a dit, oui, c'est bien, allez-y, on vous accompagne. Et 2 ans après, on change la règle du jeu. C'est inacceptable. Je dirais même que l'illégalité, elle est du côté de l'État. Et il faut qu'on manifeste. Fait sonner, parce que l'illégalité, c'est l'État. Du choix de notre modèle de production, parce que c'est ça la liberté. Je n'empêche pas les autres d'avoir leur modèle industriel, mais à partir du moment où ma liberté de produire plein air est protégée. Or actuellement, ça c'est un autre débat. Actuellement nous sommes mis en danger, parce que ce qui pose un problème actuellement, effectivement, c'est de voir ces bâtiments se construire partout. Et personnellement, j'ai été victime cette année. Il y a 2 ans, un bâtiment poule pondeuse Vivadour s'est installé à 6 km de chez moi. Et évidemment, la poule pondeuse, c'est comme le canard. On transporte des œufs. C'est des gens qui sont en filière longue. Les œufs sont conditionnés dans des centres de conditionnement. Et tous les 2 jours, il y a un camion qui vient ramasser la palette d'œufs et qui va d'élevage en élevage, d'un producteur à l'autre, et qui transmet encore le virus. Et résultat, dans cette zone du Gers où il n'y avait jamais eu de foyer de grippe aviaire, nous nous sommes retrouvés dans une zone de surveillance et dans une zone de protection. Donc nous voyons bien que la construction de bâtiments actuellement, et nous l'avons demandé récemment,
récemment avec le MODEF, nous avons demandé un moratoire. Est-ce qu'on peut encore actuellement considérer qu'il est normal de construire des bâtiments qui risquent à mettre en danger des petits producteurs à côté? Je crois que là, on doit avoir notre mot à dire et il est temps aussi que les élus se réveillent. Pire, on voit parfois ces bâtiments se construire à côté de nos accouvoirs, ceux qui vont être la source de nos futurs reproducteurs et qui sont eux aussi mis en danger. Donc on a vraiment une réflexion très globale à avoir sur ce modèle agricole, sur la prise de risque de chacun et aussi ne jamais oublier que dans toutes ces situations, et là on le voit bien actuellement parce que je ne sais pas comment c'est dans les Landes, mais nous actuellement c'est la chasse aux sorciers, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas enfermé leur volaille, qui ont une mise en demeure, ils ont été foyés, ils ont été dépeuplés, et maintenant on leur dit, eh bien non, les indemnisations, vous ne les aurez pas, ou elles seront réduites. Et là on touche le fond du système, c'est-à-dire ces éleveurs en plus victimes, on va leur empêcher de toucher les indemnisations parce qu'ils n'auraient pas respecté l'ensemble des règles dites de biosécurité. Mais personne ne m'a dit comment le camion de Vivadour, ou de Maïsadour, ou de Power Alice, qui n'aura pas respecté la biosécurité dans son transport, dans la contamination par ses techniciens, nous on l'a vu dans le Gers, contamination tracée par un technicien qui est allé d'un bâtiment à l'autre, ça s'est vérifié, et eux, ils ne seraient pas pénalisés. Eux non. Par contre, le paysan qui n'a pas respecté la règle du jeu, lui, il est sanctionné. Donc on a une société qui ne va pas bien. C'est toujours le paysan, le dindon de la farce. Voilà, le vilain petit canard, comme vous voulez. Et ça, ce n'est plus acceptable parce que nous sommes déjà de moins en moins nombreux. Nous sommes à cran. Et en plus, on a la double peine de ne pas avoir nos indemnités parce que, soi-disant, nous n'aurions pas respecté les règles, parce que nous avons été résistants, parce que nous avons émis une autre réflexion sur l'avenir de la production paysanne de qualité. Et pour terminer, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut continuer à installer des jeunes. Il faut continuer à nous battre, et à nous battre tous ensemble, parce que c'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons le bon sens paysan, il n'est pas de l'autre côté. Et quand on a une direction générale de l'alimentation qui n'a de nom que le mot alimentation, alors même que dans ces réunions ministérielles, dans cette direction, il n'y a pas l'ombre d'un consommateur représenté, comment on peut parler d'alimentation quand il n'y a que les industriels, les vétos, les transporteurs, les abatteurs, de paysans dont je fais partie quand on est convoqué, parce que comme de par hasard, on n'a pas reçu l'invitation, quand on se met en visio, comme de par hasard, la connexion ne fonctionne pas. Donc je vous dis qu'on est dans un monde vraiment rude. Et pour terminer, à la Confédération paysanne, nous avons vécu un moment très violent cette année au Salon de l'Agriculture, qui je crois n'est jamais arrivé au préalable. Notre porte-parole nationale a été violentée sur le stand de la Confédération paysanne à Paris. Il a été agressé par 2 personnes masquées qui l'ont frappé et qui sont revenus 3 jours après à plusieurs, qui ont menacé nos personnels et qui ont encore menacé de le frapper. Et c'est la police et les services d'ordre du Salon de l'Agriculture qui ont dû intervenir. Le ministre n'a rien dit, Madame Lambert n'a rien dit, tout le monde s'en fout. Alors maintenant, voilà, la violence est présente. Quand on n'est pas d'accord sur un modèle de production, on est agressé physiquement. Alors aujourd'hui, nous résisterons pour le plein air, nous résisterons sur les fameuses bassines, parce que c'était ça l'enjeu pour notre porte-parole Nicolas Giraud, qui défend et qui s'oppose à ces grandes réserves d'eau pour produire du maïs pour les méthaniseurs dans la région des Deux-Sèvres, de Charente, où il n'y aura pas d'eau pour les petits agriculteurs autour et où la ressource même pour le consommateur va être prélevée, parce que nous pensons à l'avenir de tous, pour le respect de l'environnement, le bien-être de nos animaux et pour que chacun puisse manger une alimentation de qualité, eh bien nous sommes actuellement maltraités, voire menacés. Alors quand on en arrive là dans une société, moi je le dis, et j'espère que Madame la Préfète et que les pouvoirs publics qui ont encore entendu, il est temps qu'ils mettent de l'ordre, parce que nous on est
des gentils, on est vraiment des trop gentils. Et moi, je ne veux pas voir un paysan se pendre comme on en voit un par jour en France actuellement. Je vous remercie. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Voilà, bon, ben, il y a un petit peu au courant du sujet apparemment. Ça fait longtemps qu'elle en parle, donc voilà. La petite question, là, parce que vous allez vous endormir. Combien on élève de volailles dans les Landes par an? Alors, combien on élève de volailles dans les Landes par an? Allez, on démarre. Qui dit en chiffre? J'écoute. Combien? Plus. Plus. Combien? On était à 3 là. Plus. 4 plus. 7 plus. 15 millions. Serge Morin les a comptés. Tu as très bien. T'as que ça à faire, il faut croire, depuis que tu es à la retraite. C'est 15 millions de volailles par an dans le département des Landes et le Lot. C'est pas mal. Et puis on en a parlé tout à l'heure. Il y a, je crois que c'est Michel Comario. Tu vois si vous avez suivi. De quelle superficie dispose un poulet élevé en batterie, pardon, en claustration? Comme quelle surface il dispose? Un quoi? Non, c'est 1 mètre carré. Non. Dans 1 mètre carré, on en est 17 à 20. 17 à 20 poulets par mètre carré. Ça fait une feuille A4 pour un poulet. Ça doit être bon à manger, et puis même sans les dents. Bon. Il nous reste un témoignage. Je ne l'ai pas vu, je vous ai nommé, mais c'est Frédéric Tasté. Oui, là. Frédéric Tasté? Non. Frédéric Tasté? Il est parti? Hein? Il faut faire du bruit avant? Pourquoi? Parce qu'elle s'endort là. S'endort. Antoine, il est un peu sourd, la préfète aussi. Allez, on va se réveiller et après vous aurez droit aux 4. On va faire du bruit, mais alors très, très, très fort. On y va? Allez, à la 2, à la 3, allez, on gagne! C'est bon. On a cassé une glace à l'intérieur de la préfecture. On a été assez bon. On a été assez bon. Donc Frédéric Tasté, il n'est pas là? Frédéric Tasté? Non. Bon alors, normalement, nos délégations devraient être sorties dans pas très longtemps. On avait dit vers 4 heures. Apparemment, ils ont eu plein de choses à se raconter. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait un tout petit témoignage? Un consommateur, tiens. Moi, j'aimerais bien entendre un consommateur. On a entendu Jean-Michel? Allez, viens. Tu consommes? Ouais, je suis désolé, je suis breton, donc j'espère qu'en dépit de mon accent étranger, vous allez me comprendre. Je suis marié à une Landaise de Donzac. Autour de chez moi, de la porte, je vois 4 producteurs. Ils sont tous en extérieur. Le témoignage que j'ai à dire, c'est qu'on vient de passer 2 ans, dont une année qui a été terrible, parce qu'on était confinés. Et comme je suis de ceux qu'on appelle des gens avec des comorbidités, donc je vous rassure tout de suite, ça s'attrape pas, mais quand même ça fout la trouille. S'il n'y avait pas eu mes 4 voisins paysans qui passaient sur la route, je pense qu'avec ma femme on serait devenus fous.
Et je me souviens qu'on a commencé à se dire que les choses allaient mieux quand on a vu les tracteurs qui sortaient pour semer le maïs au début de l'année. Mais je suis aussi pas loin d'une usine. Alors si vous cherchez sur Donzac, vous voyez que c'est de l'autre côté. C'est une usine qui s'appelait autrefois comme un tableur Excel, vous voyez ce que je veux dire. Et pendant toute la crise, la première crise, j'ai vu pendant la nuit les camions qui circulaient. Pourquoi ça circulait la nuit? Je me demande bien. Le matin, il y avait plein de plumes dans le jardin. Et le lendemain, on avait appris que la grippe aviaire avait encore fait 10 km de plus. Donc il y a peut-être des questions à se poser sur ce qui s'est fait. Et puis pour moi, c'est simple. Hein. Si à Donzac, on perd l'élevage en extérieur, eh bien on va avoir quoi? Les haies qui vont être abattues, les derniers bois qui vont être abattus, et puis on va avoir des parcelles de 40 hectares, et puis on verra des types qui viendront de je ne sais où faire du maïs. Ils viendront une fois en début d'année, ils viendront une fois pour récolter, puis ils viendront plus parce qu'ils feront des entreprises, et puis ça veut dire que l'école fermera, et puis ça veut dire que tous ceux qui travaillent de l'agriculture fermeront. Donc c'est même pas une question de manger des bons produits. D'ailleurs, ils sont ici, hein, les 3 ou 4 qui font ces produits, ils se reconnaîtront. C'est simplement que c'est la vie de la commune, c'est la vie du territoire qui est liée directement à une agriculture paysanne. Donc c'était ça mon témoignage que j'avais à dire. Alors je rajoute aussi que j'appartiens à la race des écolos, à France Nature Environnement, et je vais vous raconter une histoire rapidement. Quand j'ai été nommé au Conseil économique et social, j'étais avec le beau-frère de Bartouille, celui qui fait le maïs, qui fait le... voilà, à Pérorade. Et le midi, au Conseil économique et social à Paris, on mangeait des produits à base de sandwich, on a dit c'est dégueulasse, on va amener des produits de chez nous. Alors on a amené des produits de chez nous, lui il a amené du saumon, moi j'ai amené du foie gras et des rillettes de Donzac, et là je suis tombé sur quelques collègues qui ont dit « Ah nous on est contre le gavage, on veut pas du foie gras, mais par contre on veut bien manger des rillettes ». Alors je leur ai dit « Eh ben ce sera ni l'un ni l'autre ». Et avec le beau-frère à Bartouille, on a pris le saumon, on a pris le foie gras et on a pris les rillettes et on a été les manger dans notre coin. Voilà, merci. Merci, super témoignage. Et oui, quand on aime les rillettes, il faut savoir manger le foie gras et le contraire, puisque vous le savez bien, puisque vous êtes tous là, on ne peut pas avoir de rillettes sans de foie gras et sans le gavage. Bon, alors, ça commence à être long là. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas compris? Faut qu'ils répètent? Oh, dit Obi-Wan, mais ça va être très très long. Bon, les crêpes, il en reste des crêpes? Oh, Waliro, il reste des crêpes. Allez-y, soyez, faites 2 pas vers là-bas. Et je vous assure, hein, elles sont diététiques, garanties 0 calories, tout en bio, que des vitamines, c'est que le pur bonheur. Alors vous êtes loin là, vous pouvez passer devant les excellentes peintures de nos artistes locaux. Je vois des ouvre-tombettes magnifiques. Là quand même, c'est magnifique. C'est quand même un exemple artistique du street art, c'est comme ça qu'on dit. Et ben voilà, on s'est manifesté en manœuvrant, en produisant, pardon, pas que du foie gras, on produit aussi de l'art. Maintenant, je ne sais pas si on est très en règle avec le travail des enfants, mais bon, c'est pas grave, on n'ira peut-être pas en prison tout de suite. Voilà, bon écoutez, ça commence à être long. J'espère que nos délégations vont pouvoir sortir sains et saufs de la préfecture. Peut-être qu'ils vont revenir avec des valises de billets qu'on va vous jeter dans la rue. Peut-être. Après, ça sera peut-être des billets de vote. N'oubliez pas, Sylvie l'a dit tout à l'heure. Je ne veux pas savoir pour qui vous votez, mais le débat d'aujourd'hui, il se fait aussi dans l'urne. Et votre choix est primordial
pour l'avenir de l'agriculture telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui.